Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véro. Et Laurent. Hello. Et encore une fois, nous sommes chez nous, donc on s'excuse pour le son un peu piteux. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale dans laquelle nous vous donnons nos recommandations d'objets culturels à poser sous le sapin pour vous gâter ou gâter vos proches, parce que nous l'avons tous bien mérité, n'est-ce pas ? On commence donc avec la recommandation de Talal. Et oui, on va commencer avec du lourd, du très lourd, 400 pages précisément. C'est un livre, vous l'aurez compris. Je vais parler d'un mastodon qui est sorti l'an dernier. Je n'ai pas eu l'occasion de parler depuis. C'est le livre Rick Baker, Métamorphosis. Donc comme je disais, il est sorti en octobre 2019. C'est deux livres très lourds et très généreux. Vraiment, quand je dis lourd, c'est vraiment, il pèse une tonne parce que... ils sont accouplés dans un très beau coffret qui à l'effigie donc du travail du grand artiste. Donc je vais peut-être te présenter un peu Rick Baker pour les auditeurs, les pauvres auditeurs qui ne connaissent pas qui est ce monsieur. Donc en fait c'est peut-être un des plus grands maquilleurs effets spéciaux du cinéma aux côtés par exemple de Stan Winston. J'ai tendance à dire généralement que Baker a réussi là où Rob Bottin, qui a un talent égal ou peut-être supérieur, a échoué. C'est-à-dire que il a réussi à installer son art au sommet et tout en faisant un business. Donc le monsieur a commencé très jeune, comme beaucoup de maquilleurs d'effets spéciaux de cette génération, ils étaient déjà passionnés enfants et lui, ce monsieur-là, en fait, a écrit une lettre à Dick Smith quand il venait d'avoir son bac. Et Dick Smith, donc c'est Monsieur Exorciste entre autres, hein. Et donc cette fameuse lettre, on peut la voir dans le bouquin. Donc pour la petite anecdote, quelques temps après, Dick Smith l'a pris sous son aile et est devenu son assistant justement pour l'Exorciste. Voilà. Donc le monsieur a commencé vraiment à devenir à proprement parler make-up artiste en 81 sur le Loup-garou de Londres de John Landis. Et puis voilà, il a été le premier, on va dire, à inaugurer l'Oscar des meilleurs maquillages aux États-Unis. Donc c'était le premier Oscar justement pour le Loup-garou de Londres. Donc le livre commence donc quand il est tout petit, hein, dans sa chambre. Il s'attarde beaucoup sur sa relation avec ses parents, la façon dont il est reconnaissant envers eux parce qu'il leur a donné sa chance. En fait, il y a une petite anecdote très rigolote en avant-propos où Baker raconte que passionné dans sa petite chambre, il commençait à fabriquer des objets, des effets spéciaux donc, et en fait sa chambre était tellement pleine que ses parents, qui avaient une chambre plus grande, en fait, ont interverti les chambres et lui ont laissé sa grande chambre. Et il a pu continuer son art et se nourrir de son travail. Donc le bouquin est vraiment passionnant. Il y a plus de 1800 photos, beaucoup d'anecdotes inédites, beaucoup de photos inédites, par exemple pour les fans de Star Wars, où vous verrez dedans des photos que vous n'aurez jamais vues de la cantina, par exemple. Tu peux voir aussi le work in progress du Loup-garou de Londres, voir toutes les étapes de travail. Tu vois clairement aussi le cheminement. En fait, tu as beaucoup de notes en fait assez inédites, personnelles, manuscrites, où on voit le cheminement qui a permis à Baker d'atteindre en fait ce résultat en termes d'effets spéciaux. Et tu trouves aussi des textes assez intimes sur le personnage, avec une franchise assez rare dans ce genre de bouquin. Voilà, ce mec-là est une légende du cinéma. Ce bouquin est vraiment une bible pour moi. C'est peut-être en termes de livres sur le cinéma fantastique, mais voire sur le cinéma, en fait, un des livres les plus passionnants. Alors, je l'ai pas précisé, l'auteur c'est J.W. Rinsler. Il a bossé entre autres sur les fameux making of Star Wars. Il y avait, je crois que ça doit faire 5 ans à peu près, il y a un gros pavé, Un Nouvel Espoir qui est sorti, puis les 2 autres épisodes donc, de cette première trilogie, qui sont des bouquins très réputés et aussi documentés que ce livre-là. Donc voilà, c'est une tuerie. Juste pour vous faire un petit aperçu, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, pour ceux qui connaissent pas Baker, j'ai dit tout à l'heure, il a fait Star Wars, The Fury de Palma,
Il a participé en tant que consultant dans Howling, donc Hurlement, le concurrent du Loup-garou de Londres, donc de Joe Dante, Fan of the Toby Hooper, Vidéodrome, le fameux clip Thriller que de Michael Jackson, c'est lui les zombies. Vous avez une tétrachier de photos du clip. C'est pas lui qui a fait les maquillages du clip de Jul, non? De qui? De Jul, la reprise de Billie Jean avec un zombie. Non, bon, c'était une blague, mais si personne n'a vu le clip, ça tombe totalement à plat. J'ai vu le clip, mais c'est marrant quand elle fait quoi? Totalement. Il connaît pas de Jul, hein, quoi? Je recoupe mon micro, à tout à l'heure. Ouais, donc Batman Forever, Man in Black, et donc vraiment ce bouquin va retracer, enfin chaque film a au moins 5-6 pages en fait, c'est pour ça que le truc fait 400 pages, et il est ultra documenté, enfin franchement j'ai jamais vu ça, ou rarement vu ça en tout cas. Et juste pour vous dire, ce monsieur-là, c'est le monsieur qui a peut-être été le plus nominé dans sa catégorie, il a eu 10 nominations aux Oscars, et il a gagné 7 fois, voilà, ça calme. Ce monsieur est une légende et en plus il a la réputation d'être adorable, très, très humble. Il a pris sa retraite il n'y a pas longtemps, il me semble en 2015. Je sais qu'il a retravaillé quand même un peu après, mais officiellement il est retraité et il me semble aussi qu'il a vendu la plupart de ses œuvres qu'il avait gardées. Il avait une sorte de musée en fait et il a quasiment tout vendu, je crois, aux enchères, il me semble. Voilà. Un grand monsieur. Le titre du livre Rick Baker, Métamorphosis. Alors ça coûte un peu cher, faut vraiment être passionné, mais bon voilà, pour ceux qui aiment les effets spéciaux. C'est quoi un peu cher? Voilà, ça coûte à 200 boules quand même. Voilà. Faut les poser. Mais bon, après, frais de port inclus ou... Oui, frais de port inclus, ouais. Mais après ça les vaut. Hein. Ça se trouve en France? Alors ça a pas été chez Album, Metaluna, non mais genre en import. Je pense chez Metaluna ou chez Album tu peux le trouver. C'est Titan Book qui l'a édité, donc c'est un éditeur assez commun, donc voilà. Sinon voilà, de l'import, Forbidden Planet, des trucs comme ça, vous pouvez peut-être même le commander chez Album, c'est très possible. Donc voilà, et petite pensée à Olivier Afonso, je pense qu'il nous écoute et qui a déjà peut-être ce bouquin, donc si tu l'as, tu peux peut-être faire un commentaire pour nous dire, rebondir sur la générosité de ce livre. Et si tu l'as pas, Talal te l'offrira, bien sûr. Bien sûr. On passe à la petite reco de Cyril. Et oui, j'ai parlé en dernier, donc. Mais non, c'est pas ça mon algorithme. Véronique répond. Non, je ricane derrière mon micro, c'est tout. Je crois que c'est l'émission des vents, a priori. C'est bien parti pour. C'est à cause des micros coupés, ça fait moins de spontanéité. Donc moi, j'ai décidé sur mes 3 recos de partir à chaque fois sur des livres et sur des éditeurs indépendants, histoire de donner un peu un coup de pouce, enfin même si c'est pas le Pifcast qui va donner un coup de pouce énorme aux ventes de ces livres, mais en tout cas voilà, c'est un point que j'avais voulu mettre en avant et je vais commencer par le livre, d'ailleurs c'est marrant, les 3 personnes dont je vais parler ce soir, enfin les 3 livres, c'est des gens que j'apprécie beaucoup, que je connais personnellement, donc d'autant plus je leur rends un hommage. Donc je vais commencer avec un livre qui s'appelle The Art of Mr. Garcin. En fait, Mr. Garcin, Monsieur Garcin, comme on dit en français, c'est un artiste collagiste, toujours habillé d'un masque de catcheur mexicain, qui a pour particularité en fait de prendre plein d'éléments de la pop culture imprimés genre sur des magazines, des posters, machin et tout, de les découper au plus près des personnages et de recréer avec tous ces amoncellements de découpage une œuvre beaucoup plus grande, beaucoup plus importante, qui va elle-même représenter quelque chose. Il s'est fait connaître il y a quelques années en fait en faisant un œil de Spider-Man avec plein de petits Spider-Man. Alors il faut imaginer que il a pris des Spider-Man rouges pour faire tout le contour qui était rouge, des Spider-Man en noir et blanc pour faire le contour de l'œil, faire l'intérieur de l'œil. Enfin, il utilise à chaque fois les couleurs de ce qu'il a pour pouvoir fabriquer son image. Et en fait, il a mis cette image sur Internet là, de l'œil de Spider-Man. Ça a beaucoup circulé, ça a tapé dans l'œil de quelqu'un chez Marvel. Et en fait, il a eu la chance de pouvoir faire la couverture du Spider-Man 700, ce qui n'est pas rien, et ça l'a vraiment propulsé, ça l'a rendu célèbre partout sur Terre, surtout chez les geeks, mais pas que. Et du coup, voilà, depuis, en tout cas, on suit tous les travaux qu'il a pu faire. Il va vraiment dans tous les sens. Il peut très bien faire un truc sur Astérix, que sur Hulk, que sur les Simpsons, le jeu vidéo. D'ailleurs, il est un gros fan de jeux vidéo. Il a une chaîne YouTube où il a récemment fait des vidéos autour de la Neo Geo pour l'anniversaire de la Neo Geo avec plein d'intervenants. Il raconte plein d'anecdotes. C'est hilarant et c'est super intéressant à suivre. Donc voilà, Monsieur Garcin. Donc ce livre, il existe en 2 éditions. Il est sorti chez les éditions Pix & Love.
Il y a une édition simple à 34,90 €, c'est une édition collector à 49,90 €, hein, c'est précis. Dedans, on retrouve pas mal de ces collages, alors pas forcément les derniers parce que ça s'est arrêté à un instant T, donc peut-être qu'il y aura un jour un volume 2 et on aura la suite, mais à chaque fois, les collages sont expliqués, on les voit en gros plan, il explique pas mal de choses de l'envers du décor. Tout le début du livre est consacré à une version un peu fantasmée de sa vie, un peu rigolote, de sa vie de collagiste. Et vraiment, c'est un gars que j'adore et je trouve qu'il fait un super boulot et je suis super content qu'il ait atteint ce niveau-là. Il faut imaginer que quand on voit une photo de ses œuvres en format A4, en fait, les originaux font des fois vraiment plusieurs centimètres enfin, c'est des gros formats et après qu'il va réduire en les prenant en photo. Et pour ce qui nous intéresse sur le fantastique, il a fait récemment un collage dédié au cinéma d'horreur avec la main d'Evil Dead qui sort du sol et plein d'éléments partout. Il y a du Fulci, il y a plein d'éléments de films d'horreur. Et il a lancé une série de vidéos autour de la passion du cinéma d'horreur où pareil, il raconte des anecdotes. Et il a interviewé pas mal de monde. Alors j'en serai dans une des vidéos, Fausto aussi est dans une des vidéos. Enfin, je crois qu'il y a pas mal de monde. Il a demandé à des réalisateurs, des réalisatrices, des fans, des gens de l'industrie. Enfin voilà, donc elles vont sortir peu à peu ces vidéos. Donc je vous conseille de vous jeter dessus. Donc la chaîne de Monsieur Garcin. Et si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un qui est fan de pop culture, allez voir sur le site de Pixel Love Edition ce super bouquin. Et cherchez Monsieur Garcin. Il a une page Facebook. Il est sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de choses que vous pourrez voir de lui, quoi. Je mettrai tous les liens. Ouais. Je crois que le livre est soldé en plus, il me semble. Il a fait une annonce. Ça arrive que le livre est soldé effectivement, ouais, sur le site de Pixel Love. Alors je sais pas, là il y a eu les Black Friday, donc peut-être que pour Noël il va être resoldé, mais vraiment c'est un très beau livre et c'est pas commun, en tout cas en francophone, d'avoir ce genre d'ouvrage comme ça sur. Et vous avez des chances de le croiser au pif si vous voulez vous faire dédicacer votre bouquin après. Ouais. Il est masqué, hein, voilà. Ah, c'est vrai. Bon, pardon. Ouais, il est incognito. C'est vrai qu'il est très présent au pif et même, je peux pas expliquer pourquoi, mais même les premiers pifs lui doivent beaucoup en fait. Mais il tient à séparer les projets, donc je ne dirai pas plus. Voilà. D'accord. Moi, j'ai fait gaffe. Il doit beaucoup. Ouais. Non, mais le livre est une tuerie. Il trône sur ma bibliothèque et je prends souvent du plaisir à le feuilleter. C'est vraiment un très beau livre que je vous recommande. Un beau cadeau de Noël même pour les ados qui sont fans de comic book et tout. C'est vraiment un régal, quoi. La reco de Laurent. Alors moi, je vais vous faire une reco jeu de rôle. Voilà, on en parle pas souvent. Parfois, on parle de jeu de plateau, au grand plaisir de Cyril. Jeu de rôle, c'est plus rare. Mais pareil pour le jeu de rôle, hein, j'ai le même affect. Mais c'est directement connecté à ce qu'on aime, car je vais vous parler d'Alien, le jeu de rôle, qui vient de sortir. C'est pas très drôle alors. Voilà. Non, on n'a pas le droit. Jeu de rôle, c'est interdit. En tout cas, c'est pas validé par le comité. Alors, c'est un jeu édité par Free League Publishing, qui est une boîte suédoise qui s'était fait connaître pour le jeu de rôle Tales from the Loop, qui a ensuite été adapté en série télé sur Amazon Prime. Très chouette série télé d'ailleurs. Et donc, c'est un jeu de rôle. Alors, si votre image du jeu de rôle, c'est de boire des godets en faisant un nain barbare qui agite sa hache et en faisant des blagues, etc. Là c'est sûr, ça va pas être vraiment la même chose parce que ça aborde l'univers d'Alien d'une façon très sérieuse. Le but, c'est vraiment d'être plongé dans des coursives pleines de monstres ou autres, parce que le monde est très large. Mais voilà, le but, c'est quand même d'essayer de se plonger dans des aventures relativement sérieuses. Et donc ça se déroule peu après les événements d'Alien 3. Donc on ne peut pas jouer replay, etc. C'est pas possible. On doit s'inventer soi-même un personnage qui va évoluer dans ce monde. Pour ceux qui ne sont pas spécialement familiers des jeux de rôle, en règle générale, pour évoluer dans des univers créés, il y a toujours un livre de référence en fait qui était là en l'occurrence un gros pavé de 300 pages qui détaille absolument tous les aspects du monde dans lequel on peut évoluer, les différentes planètes, les différentes créatures, parce que du coup il peut ne pas y avoir que des xénomorphes puisqu'on peut explorer différentes planètes, les systèmes politiques, les métiers que les personnages peuvent incarner, etc.
Et donc c'est un boulot absolument énorme qui a été fait et validé par la Fox et les ayants droit d'Alien, hein, je le précise, c'est de l'officiel, sur comment approfondir le monde d'Alien existant, c'est-à-dire que tous les éléments qu'on connaît à travers les films, les livres, etc., les comics sont là, mais d'autres choses encore sont approfondies pour vraiment décrire complètement le monde dans lequel se déroulent les événements d'Alien. Ça peut être un petit peu, comme on dit en anglais, overwhelming, forcément, si on n'est pas complètement... Et en français, on dit comment ? Submergent. Si on n'est pas complètement, on va dire, au fait de comment fonctionne un jeu de rôle. Mais en revanche, si on a envie de s'y essayer, il faut savoir qu'il y a un kit de démarrage du jeu de rôle Alien qui est sorti, qui coûte une petite 50aine d'euros, et qui a un livre de règles et du monde simplifié, d'une 100aine de pages, un scénario complet, des personnages qui sont déjà prêts à jouer, une carte, une grande carte pour voir et la galaxie et ensuite différents endroits qu'on va pouvoir explorer dans le scénario, des dés, etc. Donc il y a déjà tout ce qu'il faut dans ce kit pour avoir un premier contact et voir si on accroche au genre jeu de rôle déjà, et ensuite à l'univers d'Alien. Après, la réussite d'une bonne partie de jeu de rôle, c'est aussi lié à la personne qui va gérer le jeu, qui s'appelle le maître du jeu, et qui va être la personne qui va être chargée de raconter ce qui se passe, de faire vivre les personnages non joueurs, les fameux PNJ, etc. Donc c'est sûr qu'il faut quelqu'un qui soit prêt à s'investir dans cette tâche, mais si vous trouvez cette personne, ou si vous êtes cette personne, vraiment ça vaut le coup. Je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir. J'ai pas encore fait partie de ce jeu, mais j'ai potassé le livre de règles pas mal, et le travail qui a été fait est vraiment fou. C'est une vraie œuvre de science-fiction. C'est un vrai monde de science-fiction qui a été créé et qui a été vraiment approfondi. Et c'est ultra impressionnant. En plus, l'ouvrage est magnifique. Enfin, les illustrations sont vraiment complètement dans l'ambiance très très futur noir. Un peu tech noir avec des aliens et d'autres créatures. Donc voilà, je pense que si l'univers d'Alien vous attire et que vous n'êtes jamais essayé au jeu de rôle, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée. D'autant qu'avec ce kit de démarrage, on n'est pas obligé de se prendre un livre de 300 pages, un écran de jeu, etc. Il y a moyen de démarrer sans se ruiner. Et je déviens tout petit peu, mais si vous n'avez pas encore vraiment l'idée de ce que peut être une partie de jeu de rôle, il y a une chaîne YouTube, en tout cas une émission YouTube qui s'appelle Critical Role, R-O-2-L, qui est excellente. Alors c'est des gens qui jouent au jeu de rôle, hein. On regarde des émissions de gens qui jouent au jeu de rôle. Personnellement, je pensais que ça me ferait chier, comme c'est pas possible. Sauf que tous les gens qui jouent sont des acteurs de doublage assez connus aux USA. Notamment le maître du jeu qui s'appelle Matt Mercer a participé au doublage américain d'Akira. Donc c'est tous des acteurs accomplis, tous des gros fans de jeux de rôle, et ils font des parties de Donjons et Dragons. Et si vous voulez voir ce que peut donner en matière d'amusement, d'imagination et de mise en scène et de purement mental en fait d'un univers, une vraie bonne partie de jeu de rôle, c'est assez intéressant à regarder. Voilà, donc si vous aimez les jeux de rôle, si vous aimez Alien, foncez. Ça coûte je crois 49 € la boîte de base. Ça part comme des petits pains, c'est déjà épuisé sur certains sites, c'est encore disponible sur d'autres, donc n'attendez pas trop. Moi je voudrais juste rajouter un petit détail là-dessus, c'est que il y a aussi une édition de luxe pour les... Là, je parle plus pour les personnes qui font déjà du jeu de rôle, ouais. Qui est plutôt très très jolie. C'est vrai, ouais. Avec la couverture un peu sur impression et tout. Exactement, ouais. Ouais. Et justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu de rôle, en fait, il y a plusieurs manières de jouer les scénarios. Donc, soit de manière indépendante, en type one-shot, soit en mode campagne. Et du coup, dans le jeu Alien, le principe, c'est qu'on peut jouer en mode one-shot, ce qui fait que c'est censé être un peu plus axé sur la survie. On est plus comme si on était dans un film au risque de mourir, et puis voilà, quoi, c'est fini. Ou il y a un mode campagne qui permet vraiment de découvrir tout l'univers autour de ce que tu as évoqué tout à l'heure, qui est plus développé. Voilà, c'est juste ça. Du coup, à toi, Xavier, ta reco? Eh ben, histoire de faire comme tout le monde, moi aussi c'est du bouquin. Je tiens à préciser qu'on ne s'est pas concerté quand même, hein. C'est assez... Oui, on ne savait pas de quoi chacun allait parler, c'est la surprise. C'est quand même très intelligent, c'est tout. On est des gens éduqués. Puis moi, c'est un peu un bouquin qui se joue. Oui, c'est vrai. Toi, c'est un jeu de cartes en fait. Non. Donc...
Moi, je vais vous parler du manga Barbara, édité aux éditions Delcourt. Donc, il s'agit d'une œuvre de Osamu Tezuka qui date de 1973. Alors, de cet auteur, vous connaissez déjà Le Roi Léo qui a inspiré Le Roi Lion. Oui, je suis très gentil quand je dis qu'il l'a juste inspiré. Vous connaissez aussi Astro le Petit Robot, donc c'est la série animée qui avait été diffusée en France. Et en France, on avait eu aussi la série Princesse Saphir. Voilà. Donc, ce mangaka est surnommé le dieu du manga, à la fois par le nombre impressionnant de ses titres. Il a quand même fait 700 œuvres. Il a commencé à être édité en 1946 à l'âge de 17 ans. Mais surtout, on le connaît pour la qualité de ses créations et l'innovation qu'il a su amener dans l'univers de manga. Il y a un avant et un après Tezuka. Et en fait, l'influence qu'il a pu avoir sur le manga est encore palpable de nos jours. Il y a même de nombreux mangaka qui citent encore son influence. Et par exemple, dans les très grands cadors actuels, Naoki Urasawa, 20th Century Boy, clairement, il y a une inspiration de MW. Alors, ceux qui connaissent verront. Monster aussi, d'ailleurs. Oui, Monster aussi. Et Pluto, qui est carrément en fait une relecture des chapitres préférés qu'il pouvait avoir donc de Tetsuo Natomu, qui est donc Astro. Voilà. À cause de son style rond, de son trait clair, on a souvent tendance à le comparer dans le monde à Walt Disney, donc la période Silly Symphony. Et en France, on aime bien, pour essayer de comprendre, de relever le niveau culturel, on aime bien le comparer à Hergé. Voilà. Le problème, c'est que en plus, on lui colle régulièrement une étiquette enfantine, des créations vraiment basées pour les enfants, qui sont, c'est une étiquette qui est quand même assez loin de la réalité. Donc il faut savoir que Tezuka a vécu dans le Japon détruit par la guerre, et c'est un environnement qui a énormément influencé son travail. Il y a une première période, ces œuvres en fait étaient vraiment créées pour les survivants de la guerre, y compris donc les enfants de l'après-guerre, qui apportaient donc énergie, espoir, mais cette foi en l'avenir, arrivée aux années 70, a commencé à se transformer en amertume lorsqu'il a vu que les dirigeants ne changeaient pas, les décisions étaient toujours les mêmes et que l'homme n'apprenait pas. Donc cette période est beaucoup plus sombre. Moi, j'ai beaucoup entendu dire que c'était sa période plus adulte, même si moi, de mon côté, je trouve qu'il a toujours su parler aux adultes. Vous pouvez voir ces œuvres qui ont été faites avant, ça vous touchera tout autant. Mais bon, bref, dans la réalité, en fait, arrivé aux années 70, il a commencé à changer de style et il s'est tourné vers le Gekiga. Donc le Gekiga, ça signifie littéralement dessin dramatique. Donc c'est ce qu'on pourrait rapprocher un peu plus du roman graphique en bande dessinée ou des comédies dramatiques au cinéma. Donc c'est souvent des thèmes qui sont beaucoup plus graves. Voilà, on est littéralement dans l'œuvre d'auteur. Et donc ce qui est important à noter, c'est que dans le Gekiga, il y a un contrôle total de l'auteur sur son œuvre. Il faut savoir que le manga est préédité dans des magazines et que donc les décisions du magazine influent énormément sur l'évolution de l'histoire. Sur le Gekiga, c'est moins le cas. Et donc c'est dans cette période qu'il a créé des œuvres comme Blackjack, dont j'avais déjà parlé dans l'émission 85, quand j'avais parlé de l'adaptation live The Visitor in the Eye, et surtout donc Barbara, qui est donc le manga dont je vais vous parler. Donc l'histoire parle de Yosuke Mikuwa, c'est un écrivain à succès qui va croiser la route de Barbara, qui est une jeune hippie alcoolique qui cite des vers de Verlaine. Et cette rencontre va être le point de départ d'un voyage dans les tourments d'un artiste désabusé, dont les fantasmes se superposent à la réalité. Mais attention, s'agit-il vraiment de fantasmes ? Donc l'intrigue va se dérouler au fur et à mesure de plusieurs histoires courtes, qui donnent l'impression de plusieurs one-shots. Les histoires semblent très décousues. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Limite, on a l'impression que les histoires sont créées au fil de l'eau, au fil de l'inspiration de Tezuka. Et du coup, vous allez avoir l'impression d'un gigantesque fourre-tout qui cite les contes d'Hoffmann, Verlaine. On vous parle du libéralisme, on vous parle du flower power, de mysticisme, et tout ça dans un gros délire psychédélique et un petit peu sordide quand même. Mais
vous allez vous rendre compte que Tezuka sait vraiment où il va. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez voir un fil rouge qui va se dessiner pour arriver jusqu'à une conclusion d'une puissante, forte évocatrice qui va mettre en abîme la notion même d'art et qui va interroger le geste créatif. Je vous jure, c'est l'évolution de l'histoire de Barbara est vraiment impressionnante. C'est une bande dessinée qui est totalement imprévisible, qui fonctionne, je trouve, en 2 temps. Donc, quand vous allez le lire, il y a un aspect très sensitif qui ressort, très onirique. Et une fois que vous l'aurez refermé, c'est vraiment à ce moment-là que tout l'aspect réflexif va vous sauter aux yeux. C'est assez incroyable quand même de se laisser porter à ce point par une histoire. Une fois qu'elle est finie, d'un seul coup, il y a le cerveau qui se met en branle. J'ai trouvé que c'était vraiment très très fort. Donc, de tous les chefs-d'œuvre de Tezuka, on sort à peu près toujours les mêmes. Histoire des 3 Adolphes, La vie de Bouddha, etc. Mais pourtant, pour moi, Barbara, c'est vraiment un de ses plus marquants. Donc il faut savoir que le fils de Tezuka a réalisé l'adaptation live, donc Tezuka's Barbara, donc, sur des images de Christopher Doyle. Donc, c'est plutôt joli. Hein. Le film a été diffusé à l'Étrange Festival cette année et c'est une sorte de trip jazz sensuel avec une ambiance de film noir. C'est un film qui a plutôt bonne réputation. Moi, personnellement, j'ai pas du tout aimé. Voilà, j'ai trouvé que c'était d'un ennui profond, voire même assez prétentieux. Et en fait, tout ce qu'il fallait pas faire dans le film, enfin lié à l'histoire, en fait, c'est ce que Tezuka à la base avait réussi à éviter. Tous ces écueils qui pourraient rendre l'histoire vraiment chiante et lourde, il a réussi à les contourner. Donc c'est dommage de ne pas avoir réussi à retranscrire ça dans le film. Mais bon, voilà, quoi. Même si le film ne rend pas le justice à l'œuvre originale, je voulais quand même en parler, parce qu'il y a eu beaucoup de modifications et la fin n'est pas du tout la même. Enfin, voilà, quoi. Donc, du coup, Barbara chez Delcourt, c'est vraiment une bombe. Soyons honnêtes, au début, on ne sait vraiment pas où ça va, ça ne donne pas forcément envie. Mais je vous garantis que quand vous aurez fini le bouquin, vous allez juste vous dire, mais putain que c'était mortel, quoi. Donc voilà, quoi, lisez-le. Je ne sais pas si l'un de vous l'a déjà lu. Non, ça fait partie des Tezuka que j'ai pas lu, mais que je compte bien. Il faut savoir qu'ils ressortent régulièrement, ou ressortent régulièrement dans de très belles éditions chez les éditions de luxe, ouais. Et du coup, c'est des beaux pavés qui prennent de la place, donc j'ai envie de tous les avoir, mais je les achète un peu au compte-gouttes. Surtout que certaines séries comme l'histoire des 3 Adolphes ou il y a pire, la vie de Bouddha, c'est 4 volumes. Oui, voilà, ouais. Mais total, quoi. Pas les nouveaux. Non, pas les nouveaux, mais les anciens sont épuisés. Les anciens, oui, voilà, étaient complètement épuisés. Mais en tout cas, c'est surtout qu'il faut découvrir, si vous ne l'avez pas fait, le Tezuka alternatif, entre guillemets, celui qui s'est tourné vers des récits plus réalistes pour plein de raisons aussi, parce qu'il y a eu aussi l'époque du manga du mois. MOI qui l'a un peu piqué au vif et qui l'a un peu poussé à aller plus dans l'introspection, etc. Il a eu plein de périodes différentes dans sa vie, alors que c'est vrai qu'on le retient principalement pour ses mangas pour enfants, et elles sont toutes passionnantes. Il y a Ayako qui est absolument Ayako, c'est dingue. L'histoire des 3 Adolphes, et MW Phoenix, qui est pareil, ouais. Qui est dingue. Phoenix qui va bientôt ressortir, édité l'année prochaine. Ouais. Toujours chez Delcourt. Il y a une adaptation cinéma, hein. Je l'avais vu au marché du film, c'est nul à chier, quoi. Ah, dommage. Mais voilà, en tout cas, si vous connaissez pas les œuvres alternatives, moins connues de Tezuka, allez-y parce que vous allez vous prendre des baffes. Et franchement, la collection Delcourt, elle est vraiment mortelle. Ouais. Allez-y, ouais. C'est certes un poil cher, mais vraiment, les éditions valent le coup. Et l'année prochaine, ils ont déjà prévu Dororo. Pareil, ça va être mortel. Yes. Mais surtout Phoenix, qui est considéré comme le monument de Tezuka. D'ailleurs, au musée du manga à Kyoto, t'as le Phoenix en énorme, en sculpture, quoi. Et Tezuka, il est présent partout là-bas. J'ai encore se faire engueuler par les auditeurs et auditrices qui nous reprochent de leur faire dépenser tous leurs sous. Ah bah là, c'est l'émission qu'il faut écouter. Hein.
Bah là, rien qu'avec le bouquin de Talal et nos trucs, ils en sont déjà à 400 balles. Ça serait bien quelqu'un parce que Total à la fin. Ça nous fait plaisir. Là, Véronique va parler de la Pléiade, du coup. Voilà, qui ressort en or. Non. Bref, moi, du coup, je vais parler d'un tout petit livre. Pour contraster avec vous, c'est le livre d'un Français qui s'appelle Zariel. Ça s'appelle Zombies, morts et vivants. En fait, Zariel, c'est un illustrateur français. Et ça vient vraiment tout juste de sortir. Je pense que c'est son premier livre. C'est un illustrateur, moi, que je suis sur Instagram. Donc, c'est comme ça que j'ai su qu'il sortait ce petit livre. J'appelle ça un petit livre parce que vraiment, il est petit. Hein, c'est au format A6. Hein, donc, c'est pas genre, je suis pas en train de le rabaisser. Hein, c'est vraiment le format qui est petit. Il a vraiment un style bande dessinée, un mélange entre la bande dessinée et le graffiti. Il dessine beaucoup de singes et de poulpes. Donc, rien que pour ça, vous devriez aller jeter un coup d'œil à son Instagram. Et donc, ce petit livre, donc Zombies, morts et vivants, c'est un mélange entre un artbook et de la fiction. En fait, c'est une histoire qui se déplie. Donc, littéralement, on déplie comme un livre pop-up, on va dire. On déplie l'histoire sur une fresque. Et donc, l'histoire se raconte tout au long de cette fresque. Et c'est vraiment dans la tendance actuelle, on va dire, puisque clairement, on peut faire une analogie avec la crise sanitaire actuelle. Et en plus, c'est un palindrome, donc franchement, on peut pas faire plus 2020 que ce petit livre. C'est édité aux éditions ActuSF, qui est un éditeur indépendant. Donc, comme Cyril, j'essaie quand même plutôt de parler d'éditeurs indépendants quand je parle de livres ici. Et donc, ActuSF, qui était à la base un site qui publiait des nouvelles fantasy. Je sais pas si vous connaissiez, voilà, qui s'est maintenant lancé dans l'édition. Enfin, maintenant, ça fait un petit moment. Et Zariel a aussi une autre actu, puisqu'il a créé un jeu de tarot qui s'appelle le Fantastique Tarot Halluciné du Dr Zariel. Donc, si vous aimez tirer les cartes ou jouer au tarot, il s'est édité par The Freaky 42, qui édite plutôt des jeux. Voilà, donc ça c'est ma petite reco et c'est beaucoup moins cher. Donc je trouvais ça un petit peu cher parce que c'est 15 € et en fait maintenant c'est bon, vous avez tellement explosé les tarifs que ça va en fait. Et d'ailleurs, Véronique, je ne sais pas si je peux le dire, mais tu as un compte Instagram sur lequel tu fais des très jolis dessins. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on... Non, j'ai une identité secrète comme... Voilà, donc voilà. Mais c'est vrai. En tout cas, ça ne m'étonne pas que tu suives des dessinateurs, parce que tu dessines très souvent sur ton compte. Voilà. Ah bah, Instagram, c'est formidable pour ça. Il y a vraiment des choses étonnantes. Il y a de quoi complexer, mais il y a aussi de quoi s'émerveiller, quoi. Je tiens à préciser qu'elle dessine très bien. Voilà. Vous êtes trop gentil. On passe à la deuxième recommandation de Talal pour ce soir. Eh bien, écoutez, une fois n'est pas coutume, je vais parler de jeux vidéo. Alors, bon, on a une année assez chargée, on va dire, en émotions, et puis un jeu vidéo qui a beaucoup profité de la situation Covid et qui s'est adapté aussi, parce qu'on a quand même eu deux consoles qui sont sorties, une nouvelle génération de consoles qui est sortie, donc chez Sony et chez Microsoft. Je vais pas rentrer dans les détails parce que y a des médias qui font beaucoup mieux que moi, mais je vais juste donner un petit peu mon avis là-dessus. Voilà. Rapidement, Sony, l'avantage, c'est les exclus, et je pense que ça sera encore le cas dans les années à venir. Microsoft, là, le grand avantage, c'est le Game Pass, avec une offre très agressive. Donc voilà, moi je pense que cette fois, dans cette génération, le joueur, quelle que soit la console qu'il choisira, trouvera son compte, parce que dans le Game Pass, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a de l'indépendant, il y a du plus gros, il y a des trucs qui restent, il y a des trucs qui restent pas longtemps, un peu comme Netflix, en fait, comme si c'était une exclue Netflix, comme si c'était une production Netflix ou un truc de passage. Donc c'est un peu le même système, c'est vraiment le Netflix du jeu vidéo, le Game Pass, hein, pour ceux qui l'auraient pas compris. Donc on paye un abonnement, je crois que c'est à peu près 12 € par mois, et vous avez accès à un catalogue de jeux assez conséquent et plutôt généreux dans tous les genres. Et vous avez aussi accès au cloud gaming, donc un principe qui vous permet sur Android ou bientôt sur iOS, c'est pas encore arrivé, de jouer n'importe où, un peu comme une Switch, mais sur votre téléphone, voilà. Et il vous faudra une manette, évidemment. Donc voilà, et je suis plutôt enthousiaste sur ces deux consoles, parce que même s'il n'y a pas de bons techniques comme à une époque où on pouvait avoir vraiment une révolution d'une génération à l'autre, on reste plus ou moins dans une évolution, on va dire, normale, on va dire, très, très douce, mais avec des trucs importants
qui vont faciliter et rendre le confort de jeu beaucoup plus simple, comme justement la disparition des temps de chargement ou des effets de lumière, on va dire un peu plus réalistes. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de claque. D'ailleurs, chez aucun des deux, on va dire fabricants, constructeurs, il y a d'exclusivité, on va dire, qui vaille la peine. C'est un peu trop tôt. On va dire, si vous achetez aujourd'hui une de ces consoles de nouvelle génération, c'est, on va dire, plus pour vous mettre à jour, un peu comme si vous changez d'iPhone. En fait, vous passez de l'iPhone 11 ou 12, disons. Et du coup, c'est plus, on va dire, une mise à jour de technique. Voilà. Il n'y a pas de jeu qui va faire que, voilà, il vous faut cette console au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, de toute façon, c'est simple, il n'y en a pas. Elles sont un peu en rupture de stock un peu partout, dû au Covid. Ils n'ont pas pu en fabriquer assez. Donc voilà, c'était pour ceux qui s'étaient pris à temps pour la réserver. Sinon, rapido, moi je vais juste dire mes 3 coups de cœur. Donc s'il y a, on va dire, 3 jeux et que vous avez envie de m'écouter un petit peu, voilà, s'il y a 3 jeux à acheter cette année, voilà, il y a le jeu ultime dont on a pas mal parlé dans le Pifcast. Laurent, je crois, avait déjà fait une recommandation quand j'étais pas là. Donc voilà, je me permets de revenir dessus. Donc c'est bien sûr The Last of Us 2, oui. Voilà, qui a raflé tout au Game Award récemment, là, la semaine dernière. C'est une tuerie absolue. C'est simple pour moi. Tous médias confondus, y compris bouquins, BD, films, c'est peut-être l'un des trucs les plus importants que j'ai eu sous les yeux, en fait, entre les mains, les manettes en main. Oui. Voilà. Et c'est pas juste un bon jeu bien raconté. Je pense que il y aura un avant et un après Last of Us 2. Parce que ce jeu prouve avec les couilles qu'il a dans ses partis pris. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite tout simplement à réécouter Laurent qui en a très très bien parlé. Mais juste pour compléter ses propos, c'est un jeu qui va bousculer en fait le AAA parce que il va oser. En fait, il va oser faire du jusqu'au boutisme, raconter des personnages, les pousser jusqu'à leur retranchement, avoir une vraie vision d'auteur. Et je crois vraiment, sincèrement, qu'aujourd'hui, on commence à atteindre, grâce à ce jeu-là, un nouveau palier, on va dire, parce que dans le jeu vidéo, c'est un peu pour moi le jeu vidéo aujourd'hui, il en est un peu dans le cinéma dans les années 40, voilà. Et alors, non pas qu'il y avait des chefs-d'œuvre dans le cinéma avant les années 40, mais voilà, on commence à passer à autre chose, on commence à passer à quelque chose peut-être de plus organique d'une certaine façon. Je ne sais pas si c'est le bon terme, reprenez-moi les amis si vous ne pensez pas que c'est le cas, mais en tout cas il y aura un avant et un après The Last of Us 2. C'est une tuerie absolue. N'écoutez pas les haters, faites vous-même votre avis, sauf si c'est pas votre cam. Voilà, c'est peut-être que vous préférez les shooters ou des trucs beaucoup plus arcade ou beaucoup plus challengeants, on va dire. Là c'est vraiment du cinéma où vous êtes le héros, quoi. C'est incroyable. Mais franchement, j'ai jamais vécu ça. J'ai jamais vécu autant d'émotions, autant de sensations. C'est étrange et c'est un truc que ça va être très bizarre à dire pour ceux qui comprennent pas le jeu vidéo, on va dire, ou qui sont pas forcément intéressés. Il y a en termes d'immersion, il y a on va dire 10 crans au-dessus quand on joue à ce jeu par rapport à même un très bon film, on va dire. Voilà, j'aime ce jeu de tout mon amour, vous l'aurez compris. Si vous l'avez pas encore testé, foncez. En plus, je crois qu'il est en promo un peu partout là. Il a 40 € au lieu de 70. Donc, il faut faire le 1 avant. Alors bien sûr, c'est mieux de faire le 1 avant, évidemment, parce que c'est un jeu qui se fait dans la continuité. C'est même vital. C'est même vital, ouais. Vaut mieux. Question naïve, mais pardon. Non, mais vous pouvez, parce que le jeu est conçu quand même pour que les gens. Oui, surtout que j'ai complètement spoilé le 1 en parlant du 2, donc à la limite réécouter l'émission et enchaîner sur le 2. Non, faites-le, c'est une expérience à vivre. Non, je rigole. Le 1 est déjà un jeu extraordinaire. Voilà, et puis rapido, pour mes deux autres gros coups de cœur, c'est des jeux dont j'ai parlé, mais je vais le redire. Il y a Ori and the Will of Wisp, qui est un putain de Metroidvania, un des meilleurs jeux aussi de l'année. Alors pour info, si vous n'êtes pas vraiment amateur de jeux, on va dire, dématérialisés, il sort dans une édition collector très bientôt chez I Am 8 Bytes.
I Am 8 Bits. Et c'est il sort dans un beau coffret collector avec des lithographies, des pins, la BO dématérialisée, un petit artbook, tout ça sur Xbox et Switch. Donc foncez, c'est un super jeu. Et le dernier, c'est Hades. Et je pense que beaucoup de médias en ont très bien parlé, en parlant mieux que moi. Mais voilà, c'est 3 jeux, on va dire, peut-être les 3 jeux les plus marquants. En tout cas, The Last of Us, indéniablement. Foncez si ce n'est pas encore fait. Voilà. Merci. On continue avec Cyril. Oui, je vais vous parler donc de la buphtalmie. Alors, qu'est-ce que c'est que la buphtalmie ? C'est un syndrome ophtalmologique caractérisé par une augmentation du volume oculaire. Et vous allez dire, mais Cyril, j'ai pas envie d'offrir ça à Noël pour quelqu'un. Et ça tombe bien, ce n'est pas du tout une maladie dont je vais vous parler, ni un symptôme d'ailleurs. C'est un fanzine. En ce moment, il y a une reconnaissance des fanzines, ça fait vraiment plaisir. C'est un truc qui était un peu tombé de mode quand Internet s'est mis à exploser. Et mine de rien, le physique, ça commence à manquer à pas mal de monde. Donc il y a pas mal de gens qui quatre coins de la France, même du monde, j'imagine, qui se remettent à faire des fanzines. J'avais parlé ici de Trash Times, de Chéri Bibi dans une précédente émission. Véronique avait parlé de livres auto-édités qui pouvaient s'apparenter par le mode de production à des fanzines aussi. Et donc la buphtalmie, c'est un fanzine lyonnais fait par quelqu'un qu'on connaît ici, qui s'appelle Benjamin Leroy, qui faisait la sélection des courts-métrages internationaux jusqu'en 2015. Et après, c'est Véronique et Xavier qui ont repris le flambeau. Il nous a passé le relais, quoi. Et Benjamin, on t'aime, Benjamin. Benjamin, il co-organise avec moi et d'autres sur Lyon le festival Hallucination Collective. Et c'est vrai que l'année dernière, on a lancé surtout Delphine Bûcher, pour ne pas la citer, qui a lancé avec Benjamin un salon de la micro-édition, justement, dédié à tous ces fanzines qui commencent à perler un peu partout. Et il y a une sorte de frénésie fanzina sur Lyon. Et donc Delphine, d'ailleurs, on a plusieurs, elle a commencé à être exposée un peu partout. Et Benjamin a eu l'idée de lancer donc Buphtalmie, qui est un fanzine qui va un peu être une sorte d'extension, d'excroissance du festival Hallucination Collective, et qui va se dérouler d'une telle sorte c'est un fanzine qui parle de films et qui associe à la fois des textes et des très beaux dessins. Donc d'ailleurs l'objet est magnifique. Il y a 8 illustrations sérigraphiées, une couverture, une 4e de couvre sérigraphiée, 36 pages de texte risographiées. Alors je ne sais pas ce que c'est que la risographie, mais ça avait l'air bien, donc je l'ai dit. L'affiche, la couverture du visine, c'est une variation d'une affiche créée par l'artiste Brulex, qu'il avait fait d'ailleurs pour les hallucinations collectives de la dernière, de cette année. Et dedans, donc on parle alors je vais vous citer un peu les films dont on parle dans le fanzine. Alors c'est vraiment un très bel ouvrage. Et des très beaux textes et des très belles plumes, donc des gens d'ailleurs qu'on connaît ici. Donc il y a un texte sur Tetsuo 2 fait par Sylvain Perret et mis en image par Lia Vier, l'artiste Lia Vier. Ça parle de Wolfen, un texte de Christophe Chabert et un dessin de Delphine Bûcher, dont j'en parlais tout à l'heure. Le dernier monde cannibale, un texte de professeur Thibault et une illustration de 273-15. Magnifique celle-là. Elle est magnifique. Ouais, de 273-15. Ouais. Bijoux d'un texte de Maxime Lachaud, d'ailleurs, aussi, qui a fait un très, très beau livre là, qui vient de sortir, 2 très beaux livres cette année qui sont sortis chez Rouge Profond. Et donc une image de Brulex, un texte sur Vase de Noces par Sébastien Lecoq, d'ailleurs, qui bosse avec nous d'ailleurs sur le festival aussi, qui fait les courts-métrages internationaux avec Benjamin. Et une image de Chaton Pute. 2 textes sur 2 films de Michael Winner, donc Le Corrupteur et La Sentinelle des Maudits, ça c'est spécial dédicace à Xavier. Texte de Sébastien Guéraud et image par Simon Roussin. Un texte sur la papesse par Joost van der Verde aussi, qui a longtemps travaillé au festival et mis en image par Géraud Gourmand. Et pour finir, un texte sur Ganja ES par le professeur Thibault et une super illustration par Emre Orom. Donc voilà, c'est un très beau livre, un très beau fanzine. Je pense que vu le succès, et je crois qu'il l'a annoncé Benjamin, il y aura un volume 2 prévu donc pour la prochaine édition des Alus. Et d'ailleurs, oui, sur le volume 2, il y a une personne de cette émission qui a fait un texte. Véronique. Véronique, bravo. Eh ouais. Franchement, c'est mortel ce qu'elle a fait. Bravo Véronique, je ne savais pas, donc bravo, félicitations. Non mais ça se trouve, on n'a pas le droit de le dire en fait. Non, par contre, je rejoins c'est vraiment un super beau fanzine. Moi, j'ai carrément encadré l'illustration du Dernier Monde Cannibale et c'est trop beau. Moi, je trouve ça. Donc, tu l'as arraché du fanzine ? Non, je l'avais. Alors juste avant qu'on va donner nos avis, juste ça coûte 10 €.
Ça s'achète soit en allant sur la page Facebook de Buftalmi, on mettra les liens, soit en écrivant buftalmi@gmail.com. Et pour les Parisiens, c'est en vente chez Hors Circuit. Voilà. Donc vas-y, si toi, Véronique, tu veux dire un truc sur le fanzine en soi aussi. Non, t'as raison d'en parler parce que déjà on aime beaucoup Benjamin et en plus c'est super, et c'est vraiment très très beau, c'est hyper léché, et les articles sont intéressants, la longueur est bien, enfin tout est bien, voilà. On continue. Et vraiment, il y a une explosion du fanzina et je tiens à dire que c'est vraiment plaisant de voir toutes ces initiatives partout en France qui se lancent et voilà. Donc, aidez les fanzineux et achetez leurs livres parce que c'est vraiment très intéressant et souvent on y lit des choses qu'on ne lit pas ailleurs. Voilà. Désolé. Et c'est pas 200 € là, c'est 10 €. Non, c'est 10 €, voilà. On continue avec Laurent. Alors, je vais vous parler d'une bande dessinée qui est certainement qui va certainement être un des best-sellers de Noël, en tout cas qui a été une des grosses sensations de la rentrée. Mais si vous êtes passé à côté, je vais vous enjoindre à Believe the Hype, parce que ça vaut le coup. Ça s'appelle Carbone et Silicium. C'est la nouvelle BD de Mathieu Bablet, qu'on connaît pour avoir fait Shangri-La, qui était une BD de SF déjà ultra ambitieuse, et qui a aussi fait Adrasté, qui était une BD de fantastique, mythologique, existentielle, de toute beauté. C'est édité au label 619 d'Ankama, label dirigé par un homme bien connu des services ici, c'est-à-dire Run, le dessinateur et réalisateur de Moutafoukaz. Carbone et Silicium, de quoi ça parle? Alors, pour une fois, j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris le résumé officiel. Ça se déroule en 2046, dernier né des laboratoires Tomorrow Foundation. Carbone et Silicium sont les prototypes d'une nouvelle génération de robots destinés à prendre soin de la population humaine vieillissante. Élevés dans un cocon protecteur, avides de découvrir le monde extérieur, c'est lors d'une tentative d'évasion qu'ils finiront par être séparés. Ils mènent alors chacun leur propre expérience et luttent pendant plusieurs siècles afin de trouver leur place sur une planète à bout de souffle, où les catastrophes climatiques et les bouleversements politiques et humains se succèdent. Voilà, donc c'est vraiment un gros pavé. Bon, déjà, l'objet est superbe, comme toujours au label 619. Run, dans sa direction du label, a toujours pris soin de façonner des objets d'exception qui rendent vraiment honneur au contenu. Et là encore, l'édition est vraiment magnifique. C'est un très grand format avec plusieurs textures sur la couverture, etc. C'est très beau. C'est un gros pavé de 270 pages, je crois. Moi, je sais que parfois dans la BD franco-belge, je suis un petit peu arrêté par le fait que ce sont souvent des albums d'une cinquantaine, soixantaine de pages. Parfois, je trouve ça un peu frustrant. Donc là, c'est le genre d'objet où il y a de la viande et on est vraiment content de le choper, de l'avoir dans les mains et de se plonger dedans. Et puis, du coup, c'est un grand format et comme les dessins et surtout la mise en couleur de Mathieu Bablet sont vraiment magnifiques. Ça fait d'autant plus plaisir. En plus, il y a un découpage vraiment très séquentiel. C'est pas une BD frénétique du tout. C'est très contemplatif et ça se ressent vraiment dans le découpage qui est très posé. Et du coup, avoir ces grandes pages pour pouvoir admirer mieux ressentir le rythme du découpage, c'est vraiment agréable. Et puis il y a aussi, comme je le disais, cette mise en couleur qui, pour le coup, n'est pas que de l'esthétisme. Il y a vraiment une recherche de l'émotion provoquée par la couleur chez Mathieu Bablet. C'est vraiment son gros point fort au-delà de ses scénarios. C'est cette façon de susciter des émotions juste par une palette de couleurs qui va changer subtilement de page en page, mais qui va vraiment être un choix comme un directeur de photo au cinéma qui va, scène par scène, va y avoir tout le temps une option graphique très forte qui va nous faire plonger dans l'émotion de la scène. C'est vraiment impressionnant. Et puis au-delà de ça, c'est un récit cyberpunk qui est assez original, par son illustration graphique de certains grands thèmes du cyberpunk. Je pense notamment à la façon dont il met en scène des connexions au réseau global et le cyberespace. Il a une vision qu'on n'a pas vraiment vue avant et qui est vachement intéressante. Il en parle d'ailleurs dans le dernier numéro de Mad Movies qui vient de sortir et où on a un gros dossier cyberpunk, et je m'étais entretenu avec lui justement sur sa vision du genre. Et puis c'est l'histoire de ces deux personnages, ces deux robots qui
qui vont pendant d'ailleurs 270 ans. Je sais, c'est assez drôle, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais il y a 270 pages et ça s'étale sur 270 ans, mais ce n'est pas une année par page, c'est-à-dire qu'à chaque fois on fait des bonds de plusieurs années. Et c'est l'histoire de ces deux androïdes à l'émotion à fleur de peau, parce qu'ils ont été justement conçus pour être à la recherche des émotions. Parce qu'à la base, ils sont donc conçus pour aider les personnes âgées en fin de vie, puisqu'il y a un problème de vieillissement de la population. Et donc ils ont besoin de développer comme ça une espèce d'empathie qui va pouvoir donner l'impression aux personnes âgées d'être vraiment connectées à ces robots qui prennent soin d'eux. Et puis voilà, ça va les amener sur des chemins d'émancipation, de questionnement, de découverte du monde qui sont vraiment passionnants. Ça soulève des questions vraiment intéressante, notamment sur la place de l'humain dans le monde, sa sensation qu'il est au centre du monde alors qu'il n'en est qu'un morceau, qu'un bout parmi tant d'autres. Enfin voilà, c'est passionnant, c'est un objet magnifique, c'est aussi plaisant à explorer intellectuellement qu'à regarder. Et je vous le conseille, c'est vraiment ça n'a vraiment pas volé sa place d'incontournable de la rentrée, et ça fait un très beau cadeau. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu parmi vous. Alors moi j'avais très envie de le lire, je ne l'ai pas lu, j'étais déjà hypé, donc voilà, il était très chiant parce que du coup j'ai encore plus envie de... Pareil, j'ai plus envie de tester. En fait, c'est nous qui allons être ruinés par le... Non, mais pareil, il était sur ma read list, je l'avais repéré, et puis après, c'est toujours pareil. En fait, si tu n'achètes pas les bouquins dès qu'ils sortent, des fois, tu les loupes. C'est ça. Pour peu qu'ils en sortent plusieurs volumes et tout, laisse tomber, après tu lâches le truc. Shangri-La, c'est un seul volume, c'est un one-shot. J'ai oublié de le préciser, mais c'est un one-shot, donc voilà, vous aurez toute l'histoire. Et deuxièmement, il est encore disponible un peu partout. Hein. J'étais encore dans une Fnac aujourd'hui, et il y en avait un peu partout. Il est vachement mis en avant en plus. Ok. Bravo, en plein Covid, t'étais dans une Fnac, toi. Bah oui, parce que j'essaye en même temps de ne pas tout acheter chez Amazon pour Noël. Donc voilà. On passe à la reco de Xavier. Alors, moi, cette fois, je vais vous parler d'un comics très particulier, un comics brésilien, ce qui est rare. Et c'est un comics édité chez Urban Comics qui s'appelle Day Tripper, au jour le jour. Voilà, donc c'est un titre qui m'a longtemps fait fantasmer à cause de sa couverture, entre minimalisme et abstraction, et surtout son synopsis. Donc le synopsis en question: les 1001 vies d'un aspirant écrivain et ses 1001 morts. Brás de Oliva Domingos, fils du célèbre écrivain brésilien, passe ses journées à chroniquer les morts de ses contemporains pour le grand quotidien de Sao Paulo, et ses nuits à rêver que sa vie commence enfin. Mais remarque-t-on seulement le jour où notre vie commence vraiment? Cela commence-t-il à 21 ans, lorsqu'on rencontre la fille de ses rêves, ou au crépuscule de sa vie? Donc un jour, j'ai fini par craquer parce que je l'ai trouvé en occasion. Et franchement, quand je l'ai lu, ça a été une gifle, quoi. C'était vraiment c'était une super surprise, quoi, vraiment. Donc c'est un comics, même si je dis comics, certains auraient envie de me corriger en parlant de roman graphique, même si moi j'aime pas le terme de roman graphique qui a été créé juste pour faire gagner quelqu'un à un prix, mais enfin bon, bref. Donc c'est un comics qui est écrit par deux frères jumeaux, Fabio Moon et Gabriel Ba, qui sont donc des auteurs de la bande dessinée Deux Frères. Donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille aussi Deux Frères. Gabriel Ba, vous connaissez ses dessins, si vous avez lu Umbrella Academy, par exemple. Et donc en fait, ces deux frangins, avec ce titre, ont décidé de nous montrer leur vision de la vie et de nous mettre face aux questions que toute personne peut se poser au fur et à mesure de celle-ci. Donc attention, il ne s'agit pas d'un pamphlet philosophique, il ne s'agit pas d'une diatribe verbeuse ultra chiante, ultra redondante. C'est une ode très délicate sur le chemin de l'homme entre la vie et la mort et la complexité de notre relation vis-à-vis de ces deux états. C'est un récit qui va plus fonctionner sur l'émotion que sur la réflexion. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir donc 10 vies et 10 morts du personnage principal, Brás.
Voilà, donc 10 possibilités à des âges différents, où il va se poser des questions comme pourquoi sommes-nous sur Terre? Que retiendrons-nous de notre passage? Qu'avons-nous encore à vivre? Avons-nous suffisamment vécu pour accepter notre mort? Et donc des questions qui vont rester sans réponse dans l'œuvre. Ce sont des questions qui restent ouvertes, puisque les auteurs mettent un point d'honneur à ce que déjà à ne pas prendre parti, mais surtout ce qu'ils veulent, c'est que ce soit le lecteur qui trouve sa propre réponse. Donc c'est une œuvre que moi j'ai trouvée vraiment très belle, très délicate, qui va pas plaire à tout le monde, surtout en plus quand tu vas prendre un bouquin chez Urban Comics. Alors moi personnellement j'adore ce que sort Urban Comics, mais c'est vrai qu'ils ont une image peut-être trop axée super-héros ou labellisée Vertigo. Donc, ceux qui connaissent le label Vertigo, Hellblazer et compagnie, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est franchement, ils ont eu beaucoup de flair en prenant ce titre. C'est, comme je disais, un comics qui plaira pas à tout le monde, à cause d'une certaine douceur mélancolique. C'est une œuvre vraiment atypique. Si vous cherchez quelque chose de plus comics dans l'âme, à base de super-héros ou de type Vertigo très sombre ou autre, ce n'est pas du tout ce que vont vous présenter Fabio Moon et Gabriel Bas. Donc les dessins, moi je les ai trouvés vraiment très très beaux, les couleurs sont très chaudes. Donc l'histoire se passe au Brésil et ils ont vraiment réussi à amener un style brésilien auquel moi j'ai vraiment adhéré. C'est ce que j'ai aimé aussi dans l'œuvre, c'est la simplicité de l'ensemble. On célèbre des instants de vie et on en parle de manière très juste, sans jamais tomber dans la guimauve. C'est jamais gnangnan. Et on va vraiment surfer sur un ensemble d'émotions, mais toujours des émotions très fortes. On n'est pas prêt en lisant ce livre à ressentir autant de choses. Je veux pas trop en dire, je veux pas déflorer l'œuvre. Ce serait dommage de déflorer cette œuvre. En tout cas, je veux juste dire qu'il s'agit d'une œuvre qui est profondément humaine, qui va vraiment vous faire ressentir beaucoup d'émotions. Et si je voulais parler de ce livre, c'est que, ben voilà, quoi, ça a été une année pourrie pour tout le monde, on est tous d'accord. Et franchement, ce livre, c'est un vrai dépaysement et c'est vraiment un livre qui fait du bien, vraiment. Voilà, si ce que vous ai dit vous a donné envie de l'acheter, donc sachez qu'il y a quand même 2 éditions qui existent du livre. Donc il y a l'édition normale, il y a une version Urban 5 ans qui commence à être un petit peu plus difficile d'accès. Donc c'était une édition qui célébrait les 5 ans d'Urban Comics. Alors je tiens juste à préciser que ce volume contient des croquis et des dessins en plus. C'est un très bel objet, c'est sûr que du coup, comme c'est la période de Noël, ça fera un très beau cadeau. Mais voilà, c'est juste du bonus, c'est sympa, mais ça va rien changer à l'œuvre. Donc voilà, si vous avez envie de vous l'acheter ou si vous avez envie de l'offrir à Noël, l'édition simple ira très bien. Et de toute façon, voilà, c'est l'œuvre en elle-même qui est le cadeau. Voilà. C'est pas l'édition. Donc franchement, achetez, vous allez voir, ça tue. Tu peux redonner le titre, Xavier ? Donc Day Tripper, au jour le jour, chez Urban Comics. Merci. Quant à moi, je vais parler d'une série. C'est His Dark Materials à la croisée des mondes. C'est une série BBC HBO de 2019 qui entame en ce moment sa 2e saison. Donc c'est adapté de la trilogie de livres de Philip Pullman. Donc le pitch rapidement, c'est dans un monde qui n'est pas le nôtre, Lyra, une petite fille de 12 ans accompagnée de son démon, c'est qui est une matérialisation de son âme sous la forme d'un animal qui l'accompagne partout, découvre qu'il existe une substance appelée la poussière et que des savants et l'église donc du monde dans lequel elle vit font des expérimentations assez monstrueuses sur des enfants avec cette substance. Et comme son jeune ami Roger est kidnappé pour être objet d'expérience, elle va se lancer dans un périple pour le libérer.
libérer. Et dans sa quête, elle va utiliser un alétiomètre, une boussole de vérité, au fonctionnement très énigmatique, et elle va être aidée par un aventurier, un ours polaire ou encore des sorcières. Donc si ça vous dit quelque chose, c'est parce que il y a déjà eu une adaptation du premier roman de la trilogie de Philip Pullman. Donc c'était en 2007 sous le titre À la croisée des mondes, la boussole d'or, réalisé par Chris Wells avec Daniel Craig et Nicole Kidman. Et bon, moi je l'avais vu à l'époque au cinéma, je n'avais pas spécialement été séduite, je trouvais ça très clinquant, voilà. Sauf que là, vraiment, sous format série, je trouve que le format est beaucoup plus adapté parce que l'univers est vraiment foisonnant, il y a beaucoup d'intrigues qui s'entrecoupent. Et là, du coup, donc, il y a 8 épisodes sur la saison 1. La saison 2, je crois, va en avoir 7. Elle a commencé début novembre. Là, j'en ai vu que 4 pour l'instant. Mais en tout cas, c'est dans la même continuité. Visuellement, c'est bluffant, les effets spéciaux. Enfin, il y en a dans tous les plans, justement, du fait qu'il y a la présence de ces démons, donc ces animaux qui accompagnent tous les personnages et qui, en plus, changent de forme. Comme ça, ils peuvent passer d'une belette à un moineau en 1 seconde. Donc, c'est vraiment bluffant, quoi. C'est le studio britannique Framestore qui s'occupait des effets spéciaux. Les décors sont dingues. Dans la saison 1, en tout cas, il y a une ambiance steampunk. Dans la saison 2, il y a une autre ambiance. La musique est formidable. C'est Lorne Balfe qui fait. Et regardez juste sur YouTube le générique de début. Enfin, moi, ça m'embarque tout de suite. Les acteurs sont excellents. Il y a notamment Ruth Wilson qu'on a vu dans The Affair qui joue un rôle de méchante, mais hyper intéressant, très nuancée. Apparemment, elle est émouvante et le plan d'après, elle est complètement effrayante. Donc ça, c'est génial. Dans la saison 1, il y a James McAvoy et on le voit vraiment pas assez, mais ça, c'est mon avis personnel. Donc voilà. Donc His Dark Materials, c'est vraiment la magie et l'aventure. C'est vraiment parfait pour la fin d'année. C'est quand même très sombre, donc c'est pas pour les jeunes enfants. Je pense que c'est aussi pour ça que la série, enfin moi, vous allez me dire après si vous en aviez entendu parler, mais je trouve qu'elle passe un peu inaperçue et je comprends pas pourquoi, parce que vraiment elle est dingue. Je pense en fait, ça c'est mon opinion et mon analyse complètement subjective, que c'est parce que les héros sont des enfants et que du coup c'est pas facile en fait de s'adresser à un public adulte, parce que forcément il y a pas de sexe pour du HBO, une fois n'est pas de coutume. C'est un très beau souvenir personnel pour moi, puisque en fait je l'ai regardé lors du passage de l'année 2019 à 2020, parce que je n'ai pas pu faire de réveillon, j'avais je sais pas combien de fièvre et j'étais clouée au lit, et au final ça m'a bien accompagnée en cette fin d'année qui s'annonçait finalement. C'était assez prophétique de passer le réveillon avec de la fièvre entre 2019 et 2020 finalement. Donc la saison 1. Moi aussi j'étais au lit avant minuit, comme une merde. Vous étiez les premiers cas de Covid en fait. Ça se trouve, on était patient zéro quoi. Et donc la saison 1 est dispo en DVD, en Blu-ray, et elle est toujours dispo en replay sur OCS si vous avez OCS, et OCS du coup diffuse la saison 2, et évidemment si vous voulez lire les bouquins, ce qui n'est pas mon cas, donc vous pouvez regarder je pense la série et apprécier la série sans faire une comparaison avec les livres. Voilà, vous pouvez toujours acheter les livres quand même. Donc je sais pas si vous l'avez vu. Alors moi je reprends la balle au vol, j'en profite. Moi j'ai pas vu la série, par contre j'ai lu les bouquins. Donc, je tiens à préciser, et j'avais vu le film de l'époque, donc je tiens à préciser que moi, c'est une série que j'ai très, très envie de voir. Les bouquins, on m'a un peu forcé la main pour les lire, parce que j'avais des amis qui me disaient que que ça allait me plaire, vraiment. Moi, j'avais encore un côté très... pour moi, des histoires un peu teen, justement, le fait que tu as des enfants héros et tout machin, ce qui est très con, parce que il y a beaucoup de romans pour enfants que j'adore, qui sont pas forcément destinés que pour les enfants. Par exemple, je pense à beaucoup de livres anglais, les Tripodes, voilà, du coup un jour je m'y suis mis. C'est vrai que le premier bouquin, j'avais plutôt bien aimé, j'avais trouvé ça, ma foi, plutôt sympathique. Mais c'est vraiment les autres bouquins qui ont commencé à vraiment à attiser mon intérêt jusqu'à avoir une méchante gifle, vraiment. Et du coup, moi, j'en ai déjà discuté avec Véro de la série. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont l'air d'être très très fidèles au livre, contrairement au film, parce que justement, il y a un sous-texte qui, à mon avis, est très compliqué pour un grand studio à respecter.
Je vais pas vous dire en quoi, mais voilà. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que dans le film, ils ont modifié pas mal d'éléments qui font que le 3e n'était pas faisable. C'était juste pas faisable. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils n'ont pas fait le 2e. Hein. Non, déjà, ils n'ont pas fait le 2e, mais franchement, vu ce qu'ils avaient fait dans le premier, je vois même pas comment ils auraient fait pour adapter la suite. C'était impossible. C'était juste impossible. Et du coup, la série, moi, j'ai très très envie de la voir. Je suis même. Enfin, l'un des trucs qui font que j'ai très envie de voir cette série, c'est que justement, c'est HBO. Et que eux, je sais qu'ils vont pas diluer le fond de l'histoire. Voilà, le sous-texte, il va rester. Et je suis vraiment impatient de pouvoir voir ce que ça va donner sur cet écran, mais ça va tuer, quoi. Et une bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, de ce que j'ai lu quelque part, c'est que la saison 3 est déjà signée. Donc même si la saison 2 se vautre, on est sûr au moins qu'il y aura une suite. En fait, ils ont tourné la saison 1 et la saison 2 dans la foulée parce que la jeune fille, comme la saison 2 se passe vraiment juste après la saison 1 et que la jeune fille est quand même jeune, justement, il fallait pas trop qu'elle change et qu'elle grandisse. Donc ils ont vraiment tourné dans la foulée. Donc il y avait forcément 2 saisons, c'était sûr. Et en plus, a priori, alors moi je vous dis, j'ai pas lu les livres, mais a priori ça respecte bien une saison égale un livre. Donc du coup, il y a forcément 3 saisons. Donc je peux déjà vous dire que la 3e saison, ça va juste être mais putain quoi, mon Dieu, ça va être mortel quoi. T'as là, jette un œil parce que vraiment toi qui aimes les effets, franchement, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas quoi. J'ai hâte et ma moitié a du mal. À chaque fois je propose la série, ma moitié fait donc voilà, cette fois je vais la tirer par les cheveux. En tout cas, je te garantis. Non mais je te garantis, les bouquins ça tue. Mais vraiment, j'adore. J'ai vraiment les bouquins en très très haute estime. Vraiment, je te jure, ça tue quoi. J'ai lu le premier bouquin il y a longtemps. C'est le moins bon. Ouais, mais c'était déjà vraiment pas mal. J'ai pas eu le temps de lire la suite, mais je comptais m'y remettre un jour. Donc j'ai vu le film qui, bon, c'est pas déshonorant, mais ça tombait un peu dans la même période que Narnia, et du coup c'était un peu moins bien, quoi. Surtout que Narnia et à la croisée des mondes, ça n'a rien à voir, hein, vraiment. Et j'ai vu le premier épisode de la série que j'ai trouvé vraiment super. J'attendais d'avoir un peu de temps pour continuer de me la mater. J'ai hâte de trouver le temps parce que franchement, le pilote est mortel. Il se passe plein de trucs. McAvoy est génial. Les effets sont dingues. C'est super intriguant. La mise en place des intrigues est super dynamique. Donc, mais on est d'accord que personne ne parle de cette série, quoi. En France, non. Je vois pas mal en revanche de médias ricains en parler. Ou de personnes en parler sur Twitter, mais en France, non, pas des masses. Après, il y a peut-être déjà le fait que c'est OCS et que mine de rien, OCS, c'est pas un truc auquel tout le monde a accès. Non, il passait Game of Thrones, hein. Oui, mais alors après, là, pour le coup, ils bénéficiaient d'un vrai phénomène de société, tu vois. Et puis, je pense que malheureusement, beaucoup de gens qui ont vu Game of Thrones en France ne sont pas passés par OCS. Mais bon, c'est un autre débat. Je vais juste en profiter, tant qu'on parle d'HBO, pour dire qu'il y a un double épisode de la série Euphoria qui est diffusée en décembre, donc jetez-vous dessus. J'ai pas encore j'ai pas encore regardé, mais j'ai hâte parce que j'avais parlé au début. Alors regardez-le dans un bon jour. Si vous n'avez pas trop le moral, faites autre chose. Regardez Dark Materials si vous n'avez pas le moral. En tout cas, Euphoria, c'est quand même une des grosses claques de cette année en termes de série télé. Je crois que Véro, tu peux confirmer. Ouais, je confirme. Voilà. Et moi aussi. Du coup, on continue avec toi, Talal, justement. Bah oui, on a fait, c'est le 3e tour. Et c'est le 3e et dernier tour. 3e et dernier tour, ouais. Donc je fais mon all-in. Donc voilà, j'ai parlé de bouquins, j'ai parlé de jeux, maintenant je vais parler de vidéos. Voilà. J'utilise toujours, je suis un peu old school, j'utilise toujours le terme vidéo quand il s'agit de parler de DVD, Blu-ray ou Blu-ray 4K. Je vais faire juste un peu mon best-of et en tout cas, ça va pas être très long, je vous rassure. Mais en tout cas, je vais revenir sur le fait pourquoi cette année on a commencé à parler de vidéos. Je pense que c'est important parce que c'est un marché qui nous est cher à nous cinéphiles et qui par la force des choses, parce que les temps changent et que là c'est une industrie qui est justement en ce moment même en pleine transformation.
voilà, le marché s'écroule. Voilà. Et bien sûr, il y a toutes ces plateformes. Donc je vais pas faire la morale. Hein, j'aime pas trop faire ça. Mais par contre, factuellement, il y a une réalité, c'est que oui, vous voyez tous ces films sur ces plateformes SVOD. Seulement, voilà, ces films, ils ne vous appartiennent pas. Ils peuvent disparaître du jour au lendemain. Et il suffit que vous ayez envie de les voir. Peut-être que dans 5 ans, il y aura plus 10 ans, peut-être, il y aura plus autant d'éditeurs qu'aujourd'hui. Il y aura peut-être des films que vous n'aurez plus l'occasion de revoir parce que voilà, c'est pas sur votre Netflix et que vous êtes passé à côté du DVD il y a déjà 15 ans. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose qui m'est encore très cher parce que alors ça peut paraître con, surtout que c'est pas des formats éternels, hein, mais parce qu'un DVD, un Blu-ray, voilà, ça finit par crever à un moment ou à un autre. Mais il y a quand même un petit truc de patrimoine personnel, voilà, que j'essaye de conserver et voilà. Et puis bon, après moi j'aime bien les objets. Et c'est vrai qu'avec la disparition des disques, hein, qui est progressive, les éditeurs qui restent font des efforts pour sortir des beaux objets et pour maintenir, on va dire, cette industrie vivante. Donc pendant qu'elle est sous perf, comme on dit, sans mauvais jeu de mots, elle nous permet de décoter des très très beaux objets. Et cette année, je vais juste donner quelques conseils, voilà, des trucs moi qui m'ont touché en tant que cinéphile. Je parlais du coffret Columbia Classic Volume 1 qui est sorti en Blu-ray et Blu-ray 4K. Alors il n'est pas sorti chez nous en France, malheureusement. Hein, je suis assez dégoûté de ça. Par contre, vous pouvez le trouver aux États-Unis. Donc, je vous rappelle, le 4K est all zone, hein, il est dézoné. Hein, donc, vous pouvez le voir à partir du moment où vous avez un lecteur. Et il me semble que les Blu-ray aussi sont dézonés. Donc, vous pouvez acheter le coffret qui se vend alors quand même à 80 €. Mais, je vais vous dire pourquoi ça vaut le coup. Vous avez 6 heures de film, 30 heures de bonus. À peu près, un superbe livret qui est fourni avec ce bouquin, avec ce coffret. Le coffret est vraiment magnifique, c'est un truc qu'on ouvre en deux, c'est vraiment une belle boîte. Et à l'intérieur, vous allez trouver 6 classiques de la Columbia, donc discutable. Hein, c'est vraiment un coffret qui est fait pour le marché américain. Donc il y a Monsieur et Madame Smith, il y a Monsieur Smith au Sénat, non, pas Monsieur et Madame Smith, j'ai dire une grosse connerie. Il y a Docteur Folamour, donc de Kubrick, Gandhi de Richard Attenborough, Une équipe hors du commun, Jerry Maguire et la grosse pépite, c'est Laurence d'Arabie. Pourquoi grosse pépite? Parce que c'est aujourd'hui, en tout cas, le seul moyen de voir le film chez vous en 4K dans ce nouveau master qui est sorti en salle il y a à peu près 1 an, qui paraît-il, moi j'ai pas eu la chance de le revoir, on va dire, dans ce nouveau remaster 4K, mais il paraît que c'était une des plus belles expériences de cinéma pour ceux qui ont eu la chance de le faire. Donc voilà, ce coffret est disponible aussi au Benelux. Sous un prix aussi, ma foi, raisonnable par rapport au contenu. Donc j'étais vu au-dessus parce qu'il ne va pas en rester beaucoup. Je sais qu'ils en ont retiré quelques-uns. Ils ont fait 2-3 tirages. À mon avis, ils n'en feront pas une dizaine. Donc si les films que j'ai cités vous parlent, c'est peut-être l'occasion. Alors évidemment, je crois que Sony... bien sûr, les éditera un jour à l'unité. Hein, Laurence d'Arabie, ils peuvent pas s'en passer. C'est inévitable, c'est clair. C'est inévitable, tout comme Docteur Folamour. Mais pour l'instant, voilà, vous avez ce bel objet. Et l'autre belle initiative qu'a fait Sony Columbia, c'est de lancer un sondage auprès des collectionneurs ou des cinéphiles pour savoir qu'est-ce qu'ils voudraient dans leur catalogue pour le volume 2. Donc, ça serait bien parce qu'elle est quand même très chelou, cette sélection du 1. Au-delà de la qualité intrinsèque de chaque film, en revanche... je sais pas, tu prends ça pour avoir Docteur Folamour et tu te retrouves avec Une équipe hors du commun. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Mais c'est parce que tu n'es pas américain, mon cher ami, et je crois que le coffret même du volume 1 en fait a bénéficié d'un sondage à une époque que j'avais raté parce que la nouvelle n'est pas passée. Et je pense que vraiment chez les ricains, voilà, c'est un film de rappel Tom Hanks, Gina Davis, un film sur le baseball. Non, mais encore une fois, je nie pas l'intérêt de chaque film tout seul. Mais je sais pas, ça me paraît tu vois, ça me paraît sans queue ni tête en fait comme ça. Ouais, bah écoute, voilà. Bah, d'ailleurs dans le volume 2, il y avait même, tu pouvais voter pour Vampire, vous avez dit Vampire par exemple. Donc voilà, si jamais c'est le haut du palier, peut-être qu'ils vont se retrouver à mettre un Vampire, vous avez dit Vampire aux côtés de je sais pas quel film oscarisé de Sony. Donc voilà. Alors pour continuer juste encore cette sélection, il y a bien sûr, alors le 16 décembre, il y a 2 beaux coffrets qui sortent. Donc bien sûr le coffret Seigneur des Anneaux
Anneaux, qui sera évidemment indispensable, mais aussi chez Wildside, l'homme qui voulait être roi. Wildside qui se réveille une fois tous les 6 mois pour nous sortir un bel objet. Ben voilà, là aujourd'hui c'est. Tu te calmes là. Factuel. Fact. Donc aussi chez Rimini, il y a Le Lion et le Vent, un film de John Milius qu'on n'a pas eu la chance de. Je sais pas si. Qui est très bien. Qui est vraiment très bien. C'est la première édition, je pense, Blu-ray, il me semble, en tout cas en France. Donc voilà, c'est un très bon film, c'est John Milius, Conan. Donc jetez-vous dessus. Il y a Total Recall chez Studio Canal qui est sorti il n'y a pas longtemps, en 4K. Donc une nouvelle copie magnifique, paraît-il. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de mettre le disque dans mon lecteur. Mais voilà, que des louanges sur cette copie. Avec des... Moi, je me permets de rajouter une petite pierre à l'édifice. Oui, c'est que justement, aujourd'hui, j'étais dans un studio de doublage et je discutais avec la personne qui avait fait le mixage français. Et en tout cas, pour l'édition 4K, a récupéré tous les éléments d'origine pour refaire le mixage. Et apparemment, c'est assez merveilleux, quoi. En tout cas, pour la version française. Donc, je sais qu'il y a personnes qui sont en train de me cracher dessus parce que je parle de la version française, mais en tout cas, voilà, le mixage. Très très bien. Il tue sa mère, quoi. Il m'a dit qu'en fait, lui, il avait demandé les éléments d'origine de la VF. Et en fait, lui, il s'attendait à recevoir des fichiers et tout, machin. Et en fait, il a reçu une palette d'éléments à numériser, des bandes et tout, machin. Il a halluciné. Mais derrière, voilà, quoi. Apparemment, le résultat est vraiment mortel. En tout cas, au point de vue du son. Donc voilà, c'est juste le petit détail. Même au point de vue de l'image et des bonus, tu vas trouver un bonus sur un retour sur la musique donc de Jerry Goldsmith, donc la musique de Total Recall, un petit doc sur Carolco, un petit doc sur le développement de Total Recall. Donc il y a des trucs vraiment nouveaux. Le coffret, alors sur sa première vague, a été en rupture de stock immédiatement sur les précommandes. J'ai lu quelque part qu'ils étaient en train d'en retirer en ce moment, donc il y en aura, je pense, en principe assez pour Noël. C'est à peu près 24 €. Faites-vous plaisir. Hein. Je pense que on n'a jamais eu l'occasion de parler de Total Recall. On le fera, c'est promis. Mais voilà, il fait partie des indispensables de l'année. Toujours en restant chez Studio Canal, parce que voilà, c'est pas un studio qui avait une très bonne réputation, on va dire, pour l'édition de ses sorties DVD Blu-ray. Parce qu'ils avaient la réputation de garder beaucoup de trucs beaucoup de titres de catalogue dans leur tiroir, et puis finalement là ils ressortent plein de trucs et une collection dont on n'a jamais parlé, en tout cas peut-être qu'on l'a un petit peu évoqué, c'est la collection Make My Day chez Studio Canal, donc qui est dirigée par Jean-Baptiste Toré. Voilà, aujourd'hui 31 films à ce jour, donc c'est des films forcément, c'est pas des films forcément auxquels vous penserez au premier abord, mais c'est des découvertes. En tout cas moi j'ai eu la chance grâce à cette collection de découvrir plein de petites pépites et d'avoir des films qui même, je pense, il me semble en tout cas en import ne sortent pas, parce que d'habitude généralement on récupère des copies de l'étranger, des Arrow, des Shout, des trucs comme ça pour les sortir chez nous en fait, où on récupère les masters, et puis en fait non, là c'est vraiment, je crois, c'est pour la plupart de ces films-là, en tout cas, c'est des copies qui partent de la France. Il me semble, alors je dis peut-être une ânerie, je sais que certains sont disponibles déjà à l'étranger, mais bon, j'en citais en vrac, hein, donc il y a 31 films, comme je disais, il y a Vice Squad de Gary Sherman, La Route de Salina de Georges Lautner, 6 femmes pour l'assassin, dont on a parlé, de Mario Bava, un coffret Yves Boisset. Apparemment, Yves Boisset a été longtemps privé de sorties DVD, donc là, on a 2 films, Folle à tuer et Canicule, Extrême préjudice de Walter Hill, Near Dark de Catherine Bigelow, La mort à Pont-du-Neuf, dont on a parlé également, de Giulio Questi, Mandigo de Richard Fleischer, cinéaste dans lequel on devrait parler un jour, j'espère, Road Game de Richard Franklin, dont on a parlé aussi également, et donc ça c'est juste un extrait, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Le Trou de Jacques Becker est sorti cet hiver, et il coûte un petit peu cher, mais de ce que j'ai entendu, le coffret est magnifique. Donc ça c'est un peu, ils appellent ça les hors-séries, donc c'est-à-dire qu'ils lancent une autre série en parallèle. Et on a eu droit aussi à The Wicker Man, qui est sorti pour la première fois en France en Blu-ray, ce qui est assez incroyable. Et qui devait ressortir en salle le 4 novembre. Voilà. Malheureusement. Et malheureusement, la jaquette du Blu-ray français est une catastrophe. Et ben voilà, et en fait j'allais parler de ça, c'est juste le seul bémol de cette collection, c'est ces jaquettes qui sont vraiment ignobles. Alors pour les collectionneurs, certains vont se dire bah c'est bon, j'ai la galette, c'est ce qui compte, mais moi j'aime bien les objets, et j'ai
voilà, parfois je me dis, oh, allez, vas-y, je le prends. Alors j'ai cru comprendre, on m'a dit que c'était le fils de Jean-Baptiste Toré qui s'occupait des jaquettes lui-même. Donc voilà, Jean-Baptiste Toré, si tu nous écoutes pas, ce qui est probablement le cas, réfléchis peut-être, je sais pas, voilà, ça me regarde pas, mais en même temps, je suis pas le seul à le penser, donc voilà. Après, ça fait une continuité dans la collection, en fait, c'est d'avoir une sorte de continuité graphique. Après, on adhère ça, mais ça me dérange pas que la continuité change, hein, très entre nous, qui réédite le tout. Mais vraiment, c'est pas très beau. Il y a des trucs qui sont plutôt réussis, mais voilà, quand on prend effectivement la jaquette de Wicker Man, un film aussi emblématique. Oui, toutes les jaquettes sont pas achetées. Il y en a qui sont vraiment sympas, mais celle de The Wicker Man est vraiment compliquée. Surtout qu'au même moment, tu avais l'affiche de la ressortie qui est sublime. C'est pas Durieux en plus. Bah, c'est Durieux, ouais. C'est Durieux. Elle est sublime et derrière, tu as le Blu-ray qui débarque avec ce visuel vraiment très 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 laid et ça fait mal. C'est un choix artistique. On a choisi le DVD avec la jaquette en carton et malheureusement, quand on voit ce que fait Arrow ou Shout Factory, on a des trucs réversibles avec des boîtiers classiques. En fait, les jaquettes sont réversibles avec une jaquette originale qui a été faite pour la sortie et la jaquette de l'époque. Donc voilà, ça aurait été cool qu'on ait ça, mais bon, voilà, on a ça. Bah alors sinon, juste pour conclure, je parlais de jaquettes. Attends, mais Talal, je voulais juste te demander un truc. Oui. Donc non, en fait, on devait faire 3 recos et toi, t'en as déjà fait 272 dans les. Ouais, ce que j'allais dire, c'est un vrai margoulin, c'était la truandé le principe du bit tout à l'heure là. Garde rien. Moi, je l'ai pas sans vitesse. Je l'ai pas sans vitesse. C'est la générosité typique et légendaire de Talal. Bah voilà, et puis c'est Noël, donc autant ne pas se priver. Voilà, pour moi, encore une fois, l'éditeur de l'année, c'est Le Chat qui fume, parce que des choix éditoriaux très audacieux, un travail, quand on se renseigne un peu sur ce que fait cet éditeur, vraiment un travail d'archéologiste. En fait, il va déterrer des perles. Ils vont eux-mêmes s'occuper du master. Je le disais tout à l'heure, on a très peu d'éditeurs qui font ça. Bah, effectivement, Le Chat qui fume ne fait pas tout le temps ça, mais il le fait. Quand il le fait très bien. Donc juste en vrac, voilà, cette année, Perversion Story, Long Weekend, Halloween 2 et 3, L'Emmurée Vivante, The Gate, la trilogie Imagine, des ressorties d'opéra et du Retour des Morts Vivants. Et Waxwork. Ouais, c'est l'an dernier ça. Mais Waxwork, effectivement. Et puis là, dès janvier, je crois, les précommandes vont arriver fin d'année. On pourra précommander Possession de Julaski et La Traque. 2 titres qui sont très attendus où Le Chat qui fume a pris le taureau par les cornes. Donc voilà, pour moi, la palme d'or de l'éditeur, c'est en tout cas l'éditeur français, c'est définitivement Le Chat qui fume. Voilà, j'ai hâte de. Maintenant, en fait, je suis en mode pilote automatique, je clique sur tous les trucs, sauf les trucs un peu obscurs et érotiques que je connais moins, c'est peut-être qui méritent d'être découverts. Et les trucs français, tu les prends pas aussi. Mais signalons quand même que l'édition de Possession va sortir avec un livre sur Zulawski. François, on t'aime. Voilà, coécrit par notre ami, collègue et ami Mathieu Rostac. François Co et Mathieu Rostac. Vous êtes d'accord ? C'est un bel éditeur. C'est un putain d'éditeur. Après, moi, je peux comprendre la logique financière quand on est un tout petit éditeur de faire des éditions à tirage limité, mais je trouve ça ultra frustrant. On n'a pas tout le temps le pognon pour se prendre tous les titres qu'on a envie chaque mois. Et en fait, si tu passes à côté, c'est quasiment mort. Après, pour le trouver. Oui, en Blu-ray simple, mais si l'objet de base te plaît. Non, mais je préfère le collector, mais vraiment, il y a l'option si jamais. Bien sûr. Voilà, simple. Mais moi, je tiens à préciser quand même que du coup, moi, je travaille pour SND, donc qui fait partie de M6, donc mon équipe travaille aussi sur M6 Vidéo. Je comprends les problématiques de Stéphane, je comprends pourquoi c'est limité. Moi, je préfère que ce soit limité, mais au moins que ça sorte, plutôt que se dire il faut que ce soit très large, il y a un nombre de pressages très important, mais à ce moment-là, on prend que les trucs les plus gros, quoi, tu vois. Non, mais comme je te disais, d'un point de vue financier pour un éditeur, quand je me mets à sa place, je comprends. D'un point de vue de consommateur et de cinéphile qui n'a pas forcément tout le temps la possibilité d'acheter tout ce qui sort, et c'est un éditeur qui, et c'est cool pour
pour les cinéphiles à une activité de plus en plus régulière et qui sortent des titres de plus en plus, de plus en plus grosse quantité de titres. Mais voilà, c'est frustrant de se dire putain, ce mois-ci, non, je peux pas prendre celui-là, j'espère qu'il en restera le mois prochain, et puis bim, ça te passe sous le nez. Je me dis juste que quand une politique de repressage de certains titres en format collector serait peut-être intéressante, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui passeraient à la caisse à nouveau. Alors, ce qui est fascinant, c'est que là, il y a un phénomène inverse qui se passe. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude d'aller acheter des Arrow ou des Shout ou des trucs comme ça. Tout à fait. Là, en fait, il y a beaucoup d'étrangers. Et c'est pour ça que ça part vite, en fait. C'est comme il y a des titres inédits, en fait, à l'étranger. Tu as des Américains, des Anglais, des Allemands qui vont acheter des films au chat qui fume. Et ça, c'est un phénomène. De toute manière, c'était la technique à adopter. Je veux dire, on se plaignait beaucoup avant l'arrivée de ces éditeurs, et notamment du chat qui fume, du désert un petit peu cinéphilique alternatif, on va dire, de l'édition en France. Et c'est vrai que c'était la solution à adopter, c'était d'avoir des objets qui fassent envie à l'étranger, tout comme nous, on bave devant les éditions Arrow ou Shout, et qu'on se procurait et qu'on continue à se procurer. Donc là, franchement, c'était la chose à faire, et c'est super de l'avoir réussi. Et soyons honnêtes, tu vois, Stéphane, il se permet quand même de sortir du Claude Mulot en 4K. Clair, non mais tu vois, moi, il y a des fois, il y a des films, je les ai pas vus, mais je m'en fous, je les achète quand même, quoi, parce que je me dis, le mec, il a eu les couilles de sortir le truc, et j'achète au moins pour voir le truc, quoi. Moi, il y a des Claude Mulot, je connaissais très mal Claude Mulot. J'ai acheté le bouquin, et en fait, du coup, là, je prends tous les Claude Mulot, je les prends tous. Et c'est bien en 4K. Hein. Ouais. C'est fou. Voilà. Alors c'est peut-être pas la Palme d'Or, mais c'est la paire de couilles d'or, on va dire. Voilà, et ça lui va bien. Donc. Waouh. Comment dire, les tripes d'or. Ouais, les tripes d'or, ouais. On continue avec Cyril. Ouais, donc moi, la Palme d'Or donc, du Margoulin sera décernée à Talal qui sera bien nu là. Quel salopio. En même temps, il a fait que du name drop, hein. Il était pas foulé. Non, je suis pas rentré dans le détail, hein. J'ai vraiment fait du name drop. Ouais, merci Véro. Là, c'est la quantité qui prime sur la qualité. Hein. C'est Noël, ça va. C'est vous les spécialistes. Je vous laisse l'honneur de le faire bien. Je vais terminer donc, moi, pour ma recommandation, en tout cas, sur encore un troisième livre, donc encore un livre d'un indépendant, par contre édité chez un gros, mais quand même d'un indépendant, un livre de plusieurs auteurs, hein. C'est un livre collectif, un ouvrage collectif dont on a, je trouve, pas assez parlé, et dont d'ailleurs un des auteurs est avec nous ce soir autour de cette table. Je vais parler de Mad Movies, 100 films de genre à redécouvrir, un premier, on va dire. Non mais c'est vrai que je trouve que je le lis souvent et je trouve ça mortel. Et je me dis, tiens, on en a pas mal parlé quand c'est sorti, on en a fait d'ailleurs une dédicace au pif, mais depuis, je sais pas, on n'a pas l'occasion d'en reparler, donc comme c'est Noël et qu'il faut faire des cadeaux, et qu'on a des fans de films de genre qui nous écoutent, enfin, en tout cas, j'imagine, j'invite tout le monde à se renseigner pour ce livre, en tout cas à se l'offrir. Qu'est-ce que c'est ? Donc ça fait suite à une série de livres, enfin en tout cas de numéros spéciaux de Mad Movies qui ont existé pour le 100e, le 200 et le 300. Donc pour le numéro 100 Mad Movies, il y avait les 100 films à voir à tout prix, et je pense qu'on est beaucoup autour de cette table à avoir, enfin cette table d'ailleurs qui n'existe pas, hein, parce qu'on est chacun chez soi, on est chacun à avoir, je pense, essayer de cocher ce qu'on avait vu, ce qu'on n'avait pas vu. Pour le numéro 200, ils ont fait 200 films. Pour le numéro 300, Mad Movies a carrément fait un hors-série, les 300 films à absolument voir. Ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois, les 200 films et les 300 films, c'était des films, il n'y avait aucun film en commun, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on était arrivé du coup à un total de 500 films, 500 films, voilà. Prodigués par ces 3 bouquins. Voilà. Et donc Fausto et son équipe ont décidé donc pour ce livre donc sorti chez Hachette Heroes de citer encore 100 autres films de genre, et sans aller forcément dans les trucs les plus évidents, en allant des fois dans les recoins les plus reculés de la cinématographie. Alors c'est classé par thématique. Attendez, je vais ouvrir mon sommaire. Il y a les slashers, les post-apo, les films de zombies, les films de vampires, serial killers, les what the fuck movies, diabolique, fantôme, science-fiction, monstres et univers étendu. À chaque fois, en préambule de la rubrique en question, on cite les films, bien sûr, indispensables dans ce type de catégorie, mais qu'on n'a pas traité dans le livre. Donc, histoire de quand même montrer que c'est complet.
dans le genre complet, à la fin du magazine, lapsus, du livre, il y a un récapitulatif des 100 films du numéro 100, des 200 films du numéro 200, je vous la fais simple, des 300 films, voilà. On peut même cocher pour noter ce qu'on a. Il y a carrément des cases prévues pour cocher. Il y a une très belle couverture patchwork. D'ailleurs, je n'avais pas fait gaffe, mais dessus, il y a Poultrygeist et il y a la Dune des morts vivants Savini. Donc, comme quoi, on est assez. Yes. Non, c'est marrant, j'avais pas fait gaffe et on est proche des dernières émissions qu'on a fait. Voilà, c'est un très bel ouvrage. Il est super beau. Il est vraiment. Il est très épais. Il coûte 29,95 €. C'est donné. Voilà, je vous invite d'ailleurs à l'acheter sur la boutique de Mad Movies, le Mad Shop, comme ça fait un peu plus d'argent pour Mad Movies. C'est toujours mieux directement d'aller chez ceux qui ont fait. Comme toujours d'ailleurs, si vous avez décidé d'acheter quelque chose, d'achetez-le directement chez l'éditeur. C'est mieux que de l'acheter sur une enseigne, il y a plus d'argent qui lui revient. Et voilà, c'est un très beau livre, du très beau papier dedans, un très beau. Un aspect très beau, les photos rendent super bien, il y a un aspect mat. Enfin, je sais pas, peut-être que Laurent, tu peux nous dire un truc, toi, vu que tu as participé à sa création. Ça n'a pas été de tout repos, parce que c'était ambitieux, parce que c'était notre première fois où on faisait vraiment un livre. Et voilà, il a fallu s'adapter. Et puis on le faisait en même temps que les magazines habituels qu'on fait. Donc ça a été une belle gymnastique, mais ça a été assez passionnant à faire. Parce que dans le magazine, il faut pas se le cacher, et parfois on est un peu dans un flux de publication qui fait que, non pas que les écrits vont pas rester, mais à peine écrit, on pense déjà au prochain article, on pense déjà au prochain numéro. Là, c'est un livre, c'est un bel objet en plus, donc on était globalement conscient qu'il fallait un peu marquer le coup. Donc c'est vrai qu'il y avait une implication, en tout cas pour ma part, j'en ai pas forcément discuté avec mes collègues, mais je pense que c'est la même chose, une implication assez forte pour que les papiers soient le plus fouillés ou le plus originaux, le plus drôle possible, selon les angles choisis. Et c'était assez génial. Moi, je sais que il y a quelques papiers comme j'ai pris Iruko the Goblin de Tsukamoto, qui est un film à la base que, quand je l'ai choisi, j'étais assez excité, mais en même temps, j'étais aussi assez perplexe devant le fait de prendre un texte assez long sur ce film qui, dans la filmo de Tsukamoto, n'est pas celui qui c'est un petit peu le film oublié. Et en fait, j'ai pris énormément de plaisir à me replonger dedans, à me plonger vraiment dans les arcanes de la création du film, trouver vraiment ce que Tsukamoto en pense, parce qu'il y a eu le film s'est longtemps trimballé un petit peu l'image de commande commerciale comme ça. Et surtout, c'est quand même le film qui a le plus beau plan de tout le cinéma de Tsukamoto. Alors il y en a plusieurs qui sont très beaux. Alors moi personnellement, l'araignée qui regarde la lune, moi j'ai trouvé ça terrassant. Ouais. Et finalement, ça a été un plaisir de replonger dans le manga dont c'est tiré, d'analyser un petit peu les choix de Tsukamoto par rapport au manga, parce que c'est très différent du manga et parfois très proche, d'essayer de dénicher exactement ce que Tsukamoto pense du film, d'aller un petit peu à l'encontre de la façon dont la critique a traité le film jusqu'à maintenant. Enfin voilà, c'est des trucs où on se donne plus le loisir de rentrer vraiment dans la chair d'un film, dans plein de niveaux, et d'en ressortir quelque chose qui nous satisfait nous en tant que journaliste ou auteur, en fait, c'est-à-dire d'être content d'avoir eu le luxe d'avoir de la place pour s'étendre sur un film qui forcément n'aurait pas eu beaucoup de place ailleurs. Et puis voilà, donc moi j'ai vraiment aimé le faire, j'ai aimé le lire et lire les textes de mes collègues, et c'est vrai que sans vouloir se la jouer, etc., ou prêcher automatiquement pour sa paroisse, c'est un mélange entre des titres un peu plus connus et des propositions plus inattendues qui peut permettre d'avoir des surprises au détour d'une page, et de se dire, un petit peu comme d'ailleurs quand on écoute le Pifcast, de se dire putain, en fait je vais peut-être casser la tirelire pour m'acheter le Blu-ray parce que ça a l'air bien. Voilà. Et c'était en fait notre seul but, humblement, on l'avoue, notre but, c'est de vous donner envie de voir des choses. Voilà. Et c'est un super beau livre, hein, je leur dis, c'est vraiment, si vous avez l'occasion d'aller dans une librairie, feuilletez-le, vous allez voir. Et je voudrais juste citer les auteurs, pour leur rendre hommage quand même. Donc Fausto Fazulo, Cédric Delélé, Christophe Beer, Laurent Duroche, François Co, Gilles Esposito, Jean-Baptiste Hermont, Professeur Thibault, Fabien Moreau et Alexandre Poncet. Voilà, donc un très très beau livre, un très beau cadeau. Et si vous ne l'avez pas encore, juste regardez-le dans une librairie, feuilletez-le, vous ne pourrez pas vous empêcher de l'acheter, c'est garanti. Et on ne peut que plus soyer. Ouais. Alors j'ai dit on ne peut que plus soyer, voilà. On continue avec Laurent, du coup, toujours.
Très bien. Alors moi, ma troisième recommandation, c'est un jeu vidéo qui fera plaisir à mon ami Talal, car c'est lui qui me l'a conseillé il y a belle lurette et je me suis enfin mis. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Alors attends, on va faire un quiz. God of War. Non, mais ça, tu sais que je l'ai fait, ça. Ah, tu l'avais fait. Oui. Bon, c'est un petit indé. Un petit... Ah, What Remains of Edith Finch. Exactement. Ah, cool. Je suis très heureux de t'entendre. Tu vas en parler mieux que moi. Vas-y. Non, alors après, je n'ai pas encore fini, et pourtant, je sais que c'est un jeu court, mais je ne l'ai pas encore fini, mais j'ai eu envie d'en parler immédiatement dès que je l'ai commencé. Alors déjà, je vous resitue un petit peu le truc. Donc, What Remains of Edith Finch, alors c'est pas tout jeune, hein, c'est sorti en 2017 sur à peu près toutes les plateformes, sauf récemment, en 2019, c'est aussi sorti sur Nintendo Switch. C'est un jeu indépendant, c'est un jeu qui peut se finir entre 2 et 4 heures, donc ça peut aller assez vite. C'est donc un petit jeu indépendant édité par Annapurna Interactive et développé par le studio Giant Sparrow. C'est réalisé par Yann Dallas. Il n'existe pas en édition physique, donc si vous voulez l'offrir, il faut offrir un bon d'achat des stores, soit sur Steam, soit sur PS4, Xbox, voilà. Alors, il est sorti en édition physique, mais très très limité. Je crois. Oui, voilà, elle est introuvable. J'ai vérifié, elle est introuvable maintenant. Chez le chat qui fume, c'est ça. C'est ça. Le chat qui joue et qui fume. Et voilà. Alors, de quoi ça parle? Vous incarnez Edith Finch, une jeune fille qui va revenir dans la maison familiale. Elle appartient à une famille qui est persuadée d'être victime d'une malédiction depuis déjà l'époque où elle n'était pas encore installée aux États-Unis, mais où elle vivait en Europe. Et donc, en revenant dans cette maison très tarabiscotée, très étrange, elle va visiter chaque pièce de la maison, et chaque pièce de la maison va raconter l'histoire d'un des membres de sa famille, et chaque pièce va avoir un univers très différent. Et c'est un trésor de mise en scène, vraiment. Je suis bluffé constamment par les idées de mise en scène du jeu, que ce soit dans la façon dont le décor est agencé pour pouvoir circuler d'un endroit à un autre, où il y a un côté vraiment très puzzle, en même temps très maison de poupée qu'on explore, et aussi par la narration qui est passionnante, notamment tout un passage où vous êtes propulsé à l'intérieur d'un comics d'horreur style EC Comics. Donc l'aspect graphique du jeu change complètement. Il y a une mise en scène qui suit des cases, etc., mais qui elle-même s'anime en volume, en 3D. Enfin, c'est bourré d'idées comme ça. Ça a l'air très touchant de ce que j'en vois. En tout cas, je suis un peu plus d'une heure de jeu et je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'émotions. La musique est superbe, d'ailleurs il existe une BO éditée en vinyle qui est trouvable, et voilà, ça fait partie de ces petits bijoux de jeux indépendants très inventifs qui se focalisent avant tout sur le fait d'amener des nouvelles idées au médium du jeu vidéo, au lieu de reprendre un genre et puis de l'illustrer avec plus ou moins de brio. Là il y a vraiment une recherche. Ça me fait penser, alors ça n'a rien à voir, mais c'est un peu le même genre de choc que j'ai eu la première fois que j'ai fait Journey, qui est un petit jeu oui, en tout cas par la durée, parce que c'est un jeu qui peut se finir en 1h30 à peu près, mais qui en matière de sensations est assez inégalé. Voilà, ça fait ce genre comme disait Talal tout à l'heure, The Last of Us 2, c'est le jeu qui change le paradigme en matière de gros jeux, de triple A comme on appelle ça. Mais en fait, en revanche, en matière de jeux indépendants, il y a plein de jeux qui depuis pas mal de temps maintenant essayent vraiment d'apporter quelque chose de nouveau au médium jeu vidéo, et What Remains of Edith Finch en fait partie. Je n'ai pas encore fini, pareil que quand on finit le jeu, c'est une chialade assurée, j'ai hâte de chialer. Voilà. Donc merci Talal de m'avoir conseillé ce jeu, et du coup je propage la bonne parole. Je confirme, c'est vraiment une tuerie absolue, hein. Vraiment. Il y a très peu de jeux qui m'ont procuré autant d'émotions ces dernières années. Alors, oui, comme tu as dit, Last of Us, il y en a peut-être une petite poignée, mais celui-là, il est vraiment au top de la liste. Et vraiment, il faut savoir que dans l'industrie du jeu vidéo, on parle beaucoup de What Remains of Edith Finch. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de walking simulators, on va dire, qui ont essayé de le copier. Et je crois qu'il y en a d'autres qui vont essayer de le copier encore. Mais il y en a très peu qui arrivent à sa cheville. Et juste en plus, moi, je trouve pas que ce soit un walking simulator en fait. Enfin, le walking simulator, il y a vraiment cette notion de déambuler de façon un peu
assez longue dans un univers sans avoir vraiment grand chose à faire, juste à appuyer sur un truc par-ci par-là. Je trouve que pour le coup, dans What Remains of Edith Finch, il y a beaucoup plus de. Enfin, le décor fourmille vraiment de plein de choses que tu peux toucher, manipuler, qui vont déclencher des choses, etc., ouvrir des trappes. Enfin, je sais pas, je trouve que. Est-ce que ce que vous appelez Walking Simulator, c'est l'héritier de Point and Click en fait? C'est un mélange entre le FPS, puisque c'est souvent vu à la première personne, et le point and click, où c'est vrai, où tu cherches en cliquant un peu partout. Voilà, c'est ça, ouais. Mais c'est pas péjoratif. Moi j'adore le point and click. Et en fait, tu vas adorer. Hein. Dans mes fantasmes, un jour je vais me remettre à faire des jeux, parce que ça fait depuis que les CD se rentrent plus dans les ordinateurs que j'en fais plus. Et en fait, j'avais repéré celui-là, et justement, il y avait une bonne presse autour. Et même au premier confinement, j'avais même demandé des titres à Cyril. Je m'étais dit, allez, je vais me remettre à jouer et tout. Et bon, un jour, je vais m'y remettre. Mais au troisième confinement, peut-être. T'as un PC, si t'as un PC ou un Mac, franchement, en plus, il doit être à un tout petit prix là. Vas-y, hein, franchement. Mais du coup, il faut quoi sur ton PC ou ton Mac comme, tu le télécharges et c'est juste. Ça se joue comme ça. Tu l'installes et puis voilà. Tu peux jouer au clavier. Je vais essayer. Très accessible. C'est un jeu très accessible. Oui, t'as pas besoin de dextérité spécialement. Enfin, comme tu disais, c'est un peu le principe du point and click, mais en 3D. Donc c'est vrai que t'as pas besoin de pouvoir avoir une maniabilité ultra fluide. C'est pas un problème. Merci. On continue avec Xavier. Moi, ça va être. Moi, je vais vous parler de mon conseil le plus particulier, on va dire. Donc en fait c'est très simple. Moi je vais vous parler donc d'un roman et en fait c'est avec beaucoup de bonheur qu'en 2020 j'ai pu voir la sortie du 5e et dernier volume de la série Tianlong Babou, le chef-d'œuvre absolu de Jin Yong, qui est un monument de la littérature d'arts martiaux. Et c'est une série de bouquins qui est éditée par Youfeng depuis 2016. Donc voilà, Youfeng, c'est pas très connu comme boîte d'édition. C'est axé très précisément sur des romans ou des livres chinois. Et franchement, j'avais envie de leur déclarer tout mon amour. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous connaissez peut-être pas l'auteur, Jin Yong. C'est un auteur qui est ultra connu, avec seulement 14 titres écrits entre 1955 et 1972. C'est l'écrivain chinois le plus lu dans le monde. Mais quand je vous dis que c'est le plus lu dans le monde, c'est au point où il y a carrément une maxime qui existe, qui dit « Partout où il y a des Chinois, il y a forcément un roman de Jin Yong ». Donc cet auteur est décédé en 2018. C'était un des chefs de file de la nouvelle école de la littérature wuxia. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le wuxia, c'est l'équivalent du KPEP avec des gens qui volent. Voilà, c'est ce que vous voyez dans les films. Voilà. Je citerai Tigre et Dragon, mais c'est pas un bon film. Mais bon, je le cite quand même parce que c'est peut-être le truc que le plus de monde a vu, quoi. Quoi qu'il en soit, ces romans ont été adaptés depuis des décennies en film, en pièces de théâtre, en BD, en jeux vidéo et surtout en séries télé qui reviennent très régulièrement dans de nouvelles versions. Il faut savoir que Tianlong Babou, là, en 2021, sortira sa 6e version. Donc cet auteur a eu un impact énorme sur le genre qui était déjà tombé en désuétude et il faut savoir que ces romans sont étudiés au collège. En France, vous le connaissez peut-être déjà de manière un petit peu indirecte avec Les Cendres du Temps de Wong Kar-wai, qui est un hommage où en fait Wong Kar-wai a décidé de créer une sorte de prologue à la trilogie du Condor, qui est une autre œuvre majeure de l'écrivain, ou plus simplement, vous connaissez peut-être la trilogie des films Swordsman, qui est une trilogie de films qui a été produite par Tsui Hark, donc ça veut dire qu'il en a réalisé une partie. Et Swordsman, en fait, c'est une adaptation de l'un de ses romans. Donc il faut savoir que Tianlong Babou, c'est aussi nommé en anglais Demigods Semi-Devils, et c'est donc un roman considéré comme son œuvre la plus profonde et la plus aboutie. L'histoire suit le destin croisé de 3 hommes sous la dynastie des Song du Nord. Donc on va suivre Dian Yu,
qui est un prince peureux qui va défier la tradition familiale en refusant d'apprendre les arts martiaux et qui décide de s'enfuir. Xiao Feng, le chef de la secte des mendiants qui va tomber en disgrâce après la révélation de ses origines et devenir un paria du monde des arts martiaux après avoir été accusé à tort de plusieurs meurtres. Et Shuzu, un jeune moine Shaolin qui refuse de briser les codes du bouddhisme, même quand sa vie est en danger, et qui va accidentellement hériter des immenses pouvoirs du chef de la secte des sans-soucis. Donc il faut savoir que Jin Yong, c'est un de mes auteurs préférés. Voilà. C'est déjà la trilogie du Condor, c'est une trilogie qui m'avait vraiment fait très très forte impression, surtout la seconde partie. Donc pour ceux des auditeurs qui connaîtraient, Gugu Forever, voilà, pour ceux qui connaissent, ça va vous parler. Mais surtout, Tianlong Babou, ça n'a pas d'équivalent dans toute sa bibliographie. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est 14 titres. Alors après, c'est sûr, 14 titres, c'est pas forcément un tome par titre. Il y a des tomes qui font... Enfin, il y a des titres qui font 5 tomes, comme Tianlong Babou, d'autres qui font 4. Donc tout de suite, ça fait une bibliographie un peu épaisse, on va dire. Et donc, dans le cas de Tianlong Babou, il faut savoir donc, que c'est une histoire qui a été inspirée par la cosmologie des 8 êtres non humains de la mythologie bouddhiste. Et à partir de ça, donc, Jin Yong a conçu un Jianggu. Donc le Jianggu, c'est le monde des arts martiaux. Et ce monde est si vaste et si complexe de personnages, il y en a plus de 230 dans les 5 volumes de Tianlong Babou, chacun se rapportant aux autres dans un réseau complexe d'histoires, d'amour, de conflits, de tragédies, que vous aurez vraiment la sensation d'observer un monde vivant. C'est une saga, personnellement, je trouve, mais épique au dernier degré. C'est ultra passionnant et franchement, à mes yeux, c'est un des plus grands romans d'aventure qui a été écrit. Je vous jure, pour moi, c'est l'appellation claquage de beignet que je ne cite que très rarement. Là, franchement, en littérature, je vous jure, c'est un putain de claquage des beignets. C'est même peut-être le claquage des beignets des claquages de beignets. Donc, si vous ne connaissez pas la littérature wuxia, donc la littérature d'arts martiaux, et que l'investissement dans Tianlong Babou vous paraît un peu trop important, je comprends tout à fait commencer avec 5 livres grand format à coût de 450 pages le tome et surtout à coût de 23 à 25 € le tome. Je comprends que ça fasse un peu peur. Dans ce cas-là, moi, j'ai une petite solution alternative. À ce moment-là, je vous conseille la lecture des 4 brigands du Huabei. Donc pareil, c'est un roman wuxia qui a été écrit par Gulong. Gulong, c'est l'autre très très grand auteur du genre. La Shaw Brothers a énormément adapté ses romans. Et il se trouve que donc c'est un bouquin qui se trouve en poche à 10 €. Ça limite les risques. Si vous lisez ce bouquin et que vous aimez, dites-vous que Tianlong Babou, ça va vous mettre une gifle, mais genre qui va vous laisser au sol pendant 2 jours, quoi. Je vous jure, Tianlong Babou, c'est absolument incroyable. Tu sais pas à quel point tu me fais plaisir, parce que les 4 brigands de Huabei, j'adore ce bouquin. C'est mortel. J'adore Au bord de l'eau, tu peux aussi conseiller ça. Tout à fait. Au bord de l'eau, qui est un des 4 grands romans de la Chine, avec du coup Les Trois Royaumes. Et qui a été adapté à la Shaw Brothers sous le titre Water Margin. Tout à fait. Et qui est sorti, qui est disponible en poche. Ouais. Et qui est disponible en poche en France, en traduction française, en 2 volumes assez épais, mais voilà, c'est disponible. C'est ça. Les 4 brillants de Huabei, c'est juste génial. C'est un de mes plus grands plaisirs de lecture de ma vie, tellement j'avais pris un pied pas possible. Et là, du coup, tu m'excites très très fort avec les œuvres. Du coup, si tu as aimé les 4 brillants du Huabei, sache que du même auteur, chez Yu Feng, tu as les 3 premiers volumes de la série des Lu Xiao Feng, qui sont aussi extrêmement bien, quoi, vraiment. Je suis déjà en train de regarder combien ça coûte et comment. Tu vas voir, c'est un peu cher, c'est mortel. Si vous aimez Tianlong Babou, moi personnellement, la série que j'ai adorée des adaptations, c'est celle de 2003. Que j'avais trouvé vraiment mortelle. Les puristes vous diront que celle des années 80, c'est la meilleure. Peut-être. Moi, j'ai moins aimé que celle de 2003, parce que celle des années 80 est quand même plus proche du théâtre, alors que celle de 2003 adaptait l'histoire
en étant proche, avec des effets spéciaux, enfin bon, bref, voilà. Il faut savoir que l'année prochaine, en 2021, il y a la 6e adaptation en série télé de Tianlong Babou. Moi, perso, c'est le truc que j'attends le plus en télé. Je vous imagine même pas comment je suis comme un petit fou en me disant que je vais me retaper une série Tianlong Babou, quoi. Quoi qu'il en soit, Tianlong Babou, ça tue, mais je vous jure, ça tue, c'est incroyable, c'est vraiment mortel. Si vous aimez Jin Yong, Yu Feng a aussi déjà adapté les deux premiers titres en fait de la trilogie du Condor. Alors, si quelqu'un de Yu Feng m'écoute, je tiens à dire que je suis fort désolé de ce que je vais dire parce que vraiment je vous aime d'amour. Je ne conseille pas la légende du héros chasseur d'aigle, qui est le premier tome de la trilogie des Condors, puisqu'en fait c'est une adaptation expurgée en 2 tomes, alors que logiquement l'histoire complète est en 4 tomes. Mais je tiens quand même à préciser que pour le 2e tome, qui est à mes yeux le meilleur, qui est donc le Justicier et l'Aigle mythique, là par contre ils ont vraiment adapté les 4 tomes, donc n'hésitez pas aussi à lire ça, je vous jure c'est vraiment vachement bien. Peut-être mon perso préféré en fait de tout ce que Jin Yong a pu écrire. Et enfin voilà quoi. Après en dehors de ça, voilà, Jin Yong ça tue en temps normal. Il y a beaucoup d'éditions en anglais, mais forcément je vous conseillerais plus de lire en français, histoire d'aider Yu Feng en l'occurrence, puisque c'est eux qui adaptent tout Jin Yong. Et voilà quoi, franchement, Tianlong Babou, certes c'est 25 € le volume, c'est 5 volumes, je sais c'est un investissement, mais franchement, lisez ça, je vous jure, c'est monumental, juste monumental. Vraiment, allez-y, ça tue quoi. On mettra bien toutes les références de toute façon. Et donc je termine avec ma propre dernière recommandation, qui est aussi un livre. Décidément, on a été studio sur cette émission. C'est Jim Carrey, l'Amérique démasquée, de Adrien Desnouettes. C'est un essai publié chez Façonnage Éditions, une maison d'édition indépendante, encore une fois, qui est spécialisée dans la pop culture. Adrien Desnouettes, donc l'auteur, c'est un critique de cinéma et journaliste qui a notamment contribué à Carbone, qui était un MOOC, enfin qui était un site et un MOOC, mais qui n'existe plus. Moi, j'ai les 3 numéros. Je ne sais pas si c'est encore possible de se les procurer, mais c'est vraiment super intéressant. T'en trouves quelques-uns sur le net encore, mais ça devient compliqué. Là. Bah moi je les ai. Et là justement j'ai retrouvé le style d'écriture que j'aimais beaucoup dans Carbone, ce côté vraiment limpide, illustré, faisant des connexions passionnantes et parfois inattendues entre différents éléments de pop culture. Donc là, comme le nom l'indique, ça parle de Jim Carrey. Donc évidemment, on va apprendre des choses sur la carrière de Jim Carrey, mais aussi les comiques qui l'ont précédé et qui l'ont inspiré, et les comiques qui vont lui succéder. Et aussi la conjoncture qui a fait qu'à un moment donné, sa carrière a explosé dans les années 90. Et aussi pourquoi sa carrière elle a un peu été freinée et ça aussi bien à cause de faits d'actualité politique, etc., mais aussi à cause de l'évolution du cinéma lui-même en fait. Donc c'est vraiment passionnant, c'est facile à lire. Le livre va être adapté en documentaire pour Arte et je pense que c'est une très très bonne idée parce que quand on lit le livre, alors il y a quand même des photos, des illustrations et tout, mais on a juste qu'une envie, c'est d'aller chercher des vidéos de Jim Carrey. Notamment, il y a toute une partie qui raconte en fait les débuts de sa carrière que nous on connaît moins parce que forcément en France on l'a découvert avec The Mask. Je pense que, enfin je sais pas vous, mais moi je l'ai découvert avec The Mask avant Ace Ventura, alors qu'il me semble que c'est des films antérieur à The Mask. Et du coup, il a démarré en fait dans un show qui s'appelait In Living Colors, qui était le show des frères Wayans. Et du coup, il y a vraiment des sketchs hallucinants et qui ont vraiment changé des choses dans la comédie, sans trop vous en dire. Allez les voir. Et puis il y a aussi pas mal de sketchs du SNL, donc Saturday Night Live, qui sont vraiment, du coup, YouTube étant très fort pour faire des recommandations. Une fois qu'on a regardé une vidéo, on tombe sur des trucs. Et en fait, ça nous rappelle à quel point Jim Carrey est quand même un artiste exceptionnel et unique en son genre. Moi, la dernière fois que je l'ai vu au cinéma, c'était dans Sonic, qui n'est pas un mauvais film, parce que je tiens à le dire.
dire, parce que forcément tout le monde avait critiqué la première version des images de Sonic avant que le film sorte, mais une fois le film sorti, au final c'était pas si mal, et vraiment Jim Carrey dans Sonic, il est incroyable, hein. Rien que pour ça, le film mérite d'être vu. Le bouquin est préfacé par Eric Judor, ce qui est un gage de qualité, je trouve. Non, il a vraiment, je crois, participé. Enfin, en tout cas, il soutient vraiment Adrien Desnouettes dans sa démarche autour de Jim Carrey. Et si vous ne l'avez pas vu, il y a toujours le documentaire Jim et Andy sur Netflix, qui en fait, qui a été filmé dans les coulisses de Man on the Moon, donc le biopic sur Andy Kaufman dans lequel joue Jim Carrey, et pour lequel il a complètement rendu dingue tout le monde sur le plateau. Et en fait, ce documentaire est sorti sur Netflix parce qu'à l'époque, en fait, ça a été complètement censuré par le studio qui voulait pas du tout mettre ça en bonus, parce qu'à la base, c'était tourné pour être un bonus sur les coulisses, mais c'était immontrable tellement c'était dur à voir. Mais c'est passionnant parce qu'on voit vraiment que Jim Carrey, il est différent, il est à part, c'est un artiste complet et voilà. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de votre côté. Alors moi, je me suis tâté, en fait, ils avaient fait un crowdfunding, je ne sais plus, c'était sur Kickstarter ou Ulule, et je me suis longtemps tâté en me disant est-ce que ça va être bien ou pas et tout, et finalement je ne l'avais pas fait, et en fait, en t'entendant, je regrette un peu en fait de pas avoir pledgé sur le bouquin. Ouais. Le bouquin est joli, en plus il est rose fluo. Donc... J'ai vu quelqu'un en parler sur je ne sais plus quels réseaux sociaux, et ça m'a intrigué parce que autant je suis pas spécialement excité à l'idée d'avoir un bouquin sur la carrière de Jim Carrey parce que je la connais un peu, mais en revanche j'ai trouvé que le parallèle entre sa carrière et l'évolution du cinéma américain et comment sa carrière est représentative de l'évolution du cinéma américain, je l'avais pas eu sous cet angle et je trouvais l'angle vachement intéressant, donc ça m'intriguait pas mal. D'ailleurs, j'en profite pour parler très vite fait en deux lignes d'un autre MOOC. Fais une talade, attention. Voilà, d'un autre MOOC sur le cinéma qui avait bénéficié d'un Kiss, je crois, qui avait vraiment cartonné, qui est le MOOC sur Dune. Qui est fait par le podcast sur la science-fiction dont j'ai oublié le nom, mais dirigé par Lloyd Cherry, et qui est vraiment un bouquin vraiment vraiment ultra complet sur l'univers de Dune. Si c'est un univers qui vous intéresse, c'est vraiment ultra fouillé, à peu près tous les aspects de la saga, que ce soit intradiégétique, c'est-à-dire sur l'univers, ou de toutes les œuvres qui ont émané des bouquins sont traités. Il y a aussi une interview de Denis Villeneuve, de pas mal de personnes qui ont travaillé de près ou de loin avec Frank Herbert, donc voilà, je vous le conseille. Okay, c'est trouvable en librairie en dehors du Kiss Kiss. Moi j'ai été livré il y a un mois à peu près, mais maintenant c'est trouvable en librairie dans une édition un petit peu moins luxe, parce que le Kiss Kiss bénéficie d'un rabat suisse du plus bel effet. Un rabat suisse. Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait tu peux complètement mettre la couverture à plat sans complètement ouvrir le livre. C'est-à-dire que la tranche n'est pas collée. Tu vois, donc tu peux, ce qui permet en fait après d'ouvrir le livre vraiment à plat pour profiter de quelques illustrations double page du plus bel effet. Voilà. Je reprocherais juste au bouquin une maquette qui moi me passionne pas, mais sinon au contenu c'est passionnant. C'est quoi le titre déjà? Le titre Dune, le MOOC, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. De toute façon, oui, je vais mettre toutes les références. D'ailleurs, Talal, il faudra que tu m'envoies ta liste parce que j'ai pas eu le temps de tout noter. Voilà, toutes les références sont là. Juste, du coup, on sort ce podcast du coup le 16 décembre. Donc, normalement, le PIF 2020 aurait dû commencer. Cyril, juste un petit mot pour rappeler quand même ce qui se passe en 2021. Il n'y a pas un, mais deux PIFs. Le PIF classique qui normalement devait avoir lieu en décembre, parce que cet été on s'était dit ça sent mauvais décembre pour faire une grosse édition d'un festival, et on a eu le nez creux, donc on a fait une édition qui pouvait facilement se déplacer, ce qui est donc c'est ce qu'on a fait, du coup on l'a déplacé facilement parce que ce sera une édition composée de classiques, une vingtaine de films cultes, pas forcément souvent vus au cinéma, et voilà, on vous dévoilera sûrement la programmation en janvier.
Et du coup, le vrai pif, celui qui aurait dû avoir lieu en décembre, même si le pif classique n'est pas un faux pif, hein, mais le pif 10e édition, celui qu'on fera la fête avec nos vaccins dans le corps, ça sera pour décembre 2021. À part si une autre épidémie arrive ou je ne sais quoi. Sachant qu'on avait quand même fait les paris, hein, je tendance à le redire, mais on avait fait les paris sur qu'est-ce qui pouvait arriver en 2020 après tout ce que le PIF a vécu. On a imaginé plein de scénarios, mais pas sûr. Là, il y a des monolithes qui nous annoncent l'arrivée d'extraterrestres, donc je dis ça, je dis rien. Mais... Ah, mais ça se trouve, ils sont peut-être cinéphiles, hein, ça fera les spectateurs en plus. Hein, donc ça, je suis pas contre. Hein, mais... Bon, voilà. Et du coup, j'espère que vous allez tous être gâtés à Noël. On vous souhaite de bonnes fêtes. On se retrouve dans 2 semaines, quoi qu'il arrive. On finit l'année ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter ? Joyeux Noël ! Plein de bonnes choses et une meilleure année. Ouais, plein d'anticorps. Et des beaux cadeaux. Ouais, des beaux cadeaux et à dans 2 semaines.